soyons francs. Comment vous imaginez Dubaï en 2077 ? Sans doute une ville cyberpunk, avec énormément de robots partout, un avenir un peu dystopian, une ville bling-bling qui a sombré sous son propre poids et qui a amené l'ensemble de sa population avec elle dans la décadence. Non. L'avenir qu'imaginent les dirigeants de Dubaï est un avenir fait d'arbres, d'oasis, de sustainability, un endroit où la paix et l'harmonie règnent. Ça peut vous paraître naïf, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce que j'ai envie de laisser une marque dans le temps où j'aurais montré que longtemps, avant beaucoup, j'ai cru dans cet avenir que Dubaï nous présente. Car Dubaï a compris quelque chose que très peu de villes dans le monde ont compris. Le bien-être et le bonheur de ses citoyens est une véritable mission gouvernementale qui est prise à cœur. D'ailleurs, cet avenir, j'en ai parlé avec mon ami Mo. J'étais à dîner récemment chez lui et on a eu un très très grand débat sur l'avenir de Dubaï. Mo a lancé sa chaîne YouTube et comme on le sait, on aide les amis en leur donnant de la force. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter Mo sur ma chaîne YouTube pour vous demander un acte simple. C'est que si vous aimez bien cette vidéo, vous avez une seule mission. Allez liker et s'abonner à la chaîne de Mo. Mais avant de commencer, on va vous convaincre. Alors on y va Mo, t'as enquêté sur l'avenir de Dubaï. Alors Mo, qui es-tu ? Bah écoute, Mo, entrepreneur, créateur de contenu depuis, ça fait maintenant 10 ans. Et bah, du coup, je t'ai rencontré grâce à l'époque à The Family. Oui, on était associés. Comment on appelait ça déjà les, tu sais, les startups qui faisaient partie de The Family ou les BFF. Les BFF, voilà. Business. Donc on est BFF en fait depuis très longtemps. On est BFF depuis longtemps. Business with the family forever. Voilà. Donc, il n'y a plus de family, mais nous, on est toujours friends. On est toujours friends. Ce que je te propose, c'est qu'en gros, moi, j'ai essayé de vraiment, en creusant ce sujet, je me suis rendu compte qu'au final, je ne connaissais pas tant que ça sur vraiment, en dehors des clichés qu'on peut avoir, des choses qu'on voit dans la presse, etc. Du coup, j'ai essayé de creuser un petit peu. Déjà, ce qui est ouf, c'est que tout est disponible sur le site du gouvernement. Tu tapes u.ae. Et genre, tu vas dans About the UAE, Strategies and Vision, et genre, tu as 50 PDF qui expliquent en 2030, on va faire ça, en 2117, on veut aller sur Mars. Vraiment, tout est expliqué, des PDF super bien. On mettra à l'image pour que les gens puissent voir, mais c'est vraiment hyper clair. Je sais pas s'il y a ça en France, d'ailleurs. Ben non. Il y a le commissariat au plan en France qui gère des rapports indigestes. Parce que c'est pas juste des PDF du gouvernement. C'est des vrais documents marketing qui donnent envie de les lire. En plus, j'ai eu de la chance, je suis allé, je t'ai vu parler de ça l'autre fois dans une vidéo au Musée du Futur. Le business plan incarné. Voilà, donc tu as un bâtiment qui représente le futur de Dubaï. Et là où j'ai eu encore plus de chance, c'est que la semaine où j'y suis allé, c'était autour du 19-20 novembre. Il y a eu le Future Forum. Ouais. Où ils ont fait venir 2500 ce qu'ils appellent des futuristes. D'ailleurs, je trouverais que ce serait le métier parfait pour toi. Ouais. De te rebrander en tant que futuriste. Et tu fais le tour du monde pour dire aux gens, bah voilà ce qui va se passer dans 100 ans, dans l'entrepreneuriat, etc. Ouais. Et donc, ouais, et ces futuristes, dans tous les domaines, il y avait des conférences. C'était pas focalisé forcément que sur Dubaï. Ils essaient de réfléchir à l'avenir du monde entier. Et du coup, c'est là où, en fait, j'ai été étonné de voir un peu ce que tu disais dans l'intro. Que, OK, il y a une partie tech, l'IA, les voitures autonomes, etc. Mais au final, ils veulent faire ça déjà pour servir leur but principal qui est, comme tu disais, le bien-être, sustainability. Très grande passion pour l'harmonie à Dubaï. Exactement. Ça se sent. Ils ressemblent, pour moi, c'est les Japonais version du désert. Ils ont vraiment un sens... C'est pas pour rien qu'il y a une très grosse communauté japonaise, d'ailleurs, ici. Parce que les Japonais se sentent très bien ici. Il y a eu cette semaine l'annonce des 6,9 km de sidewalk. T'as vu les plans ? Ouais, tu étais en train de spoiler la suite. Mais ce qui m'a marqué dans l'annonce, c'est à quel point c'est une annonce de bien-être. Pas de logistique, pas d'efficacité. Exactement. Bien-être, ouais. Genre happiness. Genre on fait ça va coûter des milliards parce qu'on veut que les gens soient heureux. Et ce que je trouve fou, c'est que ça contraste avec tout le reste du Moyen-Orient, qui sont tous encore en mode le Dubaï d'il y a 10 ans, ou en mode on va construire ça, on va construire ça. Là, le gouvernement, en fait, il laisse ça au secteur privé, et tous les projets, en fait, c'est vraiment humain, en fait.
Allez, let's go, je suis excité. Hein. T'es prêt? Donc je te Vas-y. propose, pour que la vidéo soit un peu plus fun, qu'on démarre en mode quiz. Donc vrai, faux. Alors, j'ai rien regardé. Hein. Je voulais pouvoir me tromper avec plaisir. Donc j'ai épluché tous les projets et à chaque fois je te sors les plus étonnants. Et dedans, il y en a certains que j'ai carrément exagérés ou inventés. Les Émirats Arabes Unis ont entamé le 26 janvier 2024 leur deuxième mission de simulation martienne dans le cadre du projet Mars Science City. 500 millions de dirhams pour créer la plus grande simulation spatiale jamais construite à Dubaï. Vrai. Non, c'est faux. C'est faux. J'avais envie de croire que c'était vrai, j'avais pas entendu. Mais c'est en partie vrai. C'est en partie vrai. En gros, ils l'ont annoncé depuis 2017. D'accord. Mais ils devaient démarrer en 2022. Ils l'ont pas fait. Ce qui est bien à Dubaï, c'est qu'ils communiquent quand c'est terminé, quand c'est en cours, quand ça avance. Mais quand ils ont laissé le projet de côté, il n'y a pas d'update ou quoi. En tout cas, ils ont ce projet-là qui a été annoncé, qui n'est pas encore mis en œuvre. Mais par contre, il y a un vrai truc qui a été fait il y a quelques semaines, je crois, qui a été annoncé sur Twitter, où ils ont envoyé des cosmonautes émiratis au Texas, à Houston, pour faire partie de leur simulation à eux, et potentiellement peut-être apprendre des trucs et le ramener dans ce qu'ils veulent faire. Ils sont très sérieux sur leur programme spatial. D'ailleurs, au Nouvel An, enfin pas au Nouvel An, je sais pas, là, récemment, Checkmo a remis un prix aux astronautes justement qui sont partis à Houston. C'est assez marrant. Je sais pas à quel point ils sont avancés aujourd'hui. Ils sont très loin, forcément. C'est un petit pays, ils démarrent, mais c'est comme tout avec eux. Hein. Ils démarrent en retard et ils rattrapent. En tout cas, ce qu'ils ont annoncé, c'est la Lune en 2000. Je sais plus, j'avais la date. 31 et mars 2117. Ça ira plus vite, Mars, quand même, je pense. Tu penses? Bah, maintenant que Trump a été élu et que Elon Musk est prêt, je crois qu'on va avoir une vraie accélération là-dessus. C'est quoi ton pronostic? Bah, je pense la première mission payload avant la fin du mandat Trump. Hein. Enfin, cargo d'abord. Mais je pense qu'ils vont commencer à débarquer du cargo d'ici 4 ans. Quoi. Et après, je pense qu'à 10 ans, tu pourrais avoir la première base humaine. J'avais envie de digresser sur les gens qui ne croient pas qu'on est allé sur la Lune, mais ça va faire, ça va faire une side quest. Tu penses qu'on a été sur la Lune? Moi, j'y crois, ouais. Ouais, moi aussi, mais... Il y a tellement de gens qui y croient pas, c'est passionnant. C'est assez facile avec un très gros télescope, de regarder, d'aller... De voir le drapeau. Ouais. Il y a plein de télescopes sur Terre que tu peux aller voir. C'est Neil deGrasse Tyson, il disait que ça coûterait plus cher de simuler, genre de faire vraiment le tournage tel qu'ils l'ont fait, qui a l'air réaliste, etc., que vraiment le budget qu'ils ont dépensé pour... Non. Vu, en fait, le niveau de technologie du cinéma de l'époque. Il raconte n'importe quoi. C'était ça son argument. Ouais, j'y crois pas. C'est complètement con comme argument. Ça n'a aucun sens. Attends, la Lune, c'est... En fait, il y a c'est Elon Musk qui explique ça, en fait. Parce que Elon Musk, on lui a demandé dans une vidéo si on avait été sur la Lune et tout. Et d'ailleurs, il a été pris par le camp des conspirationnistes parce que sa citation a été coupée. Mais moi, je me suis dit, putain, attends, lui, il doute du voyage spatial. Attends, c'est quoi ce truc? Et j'avais été voir la vidéo en entier, en fait. Ça avait été manipulé. Parce qu'en fait, il dit, c'est impossible. Mais il dit, c'est impossible au sens où ils ont fait l'impossible. Et il raconte que le programme spatial américain, ça a coûté à un moment donné plus de 10% du PIB américain. Aujourd'hui, la NASA, je crois, c'est 0,25. Et il dit, en fait, je ne sais pas ce qu'il aura pris à un moment donné de balancer tout l'argent du pays par la fenêtre comme ça, sur un truc. Et c'est pour ça qu'on n'est jamais retourné. C'est parce que le coût est invraisemblable, en fait. Le coût humain, financier, logistique. Mais ouais. Mais c'est dommage, hein, tu vois, En fait, moi, j'en veux vraiment au gouvernement d'avoir créé tellement de défiance qu'on peut même plus les croire là-dessus. Que quand on a eu des achievements quasiment d'espèces, même pas, tu vois, on en est arrivé, en fait, à... Il y a eu tellement de mensonges, tellement de déceptions, que, en fait, on se dit, bah, pourquoi pas ça, hein, enfin. L'application UAE Mystery Shopper, donc client mystère UAE, a été mis en place par le SHIR pour permettre à n'importe qui d'évaluer les services du gouvernement et éviter les abus de pouvoir. Ouais, il y a même Checkmo qui a
puni publiquement 3 fonctionnaires. Exactement. Il y a- J'ai remis le tweet. Il y a 2 semaines sur Twitter et il a félicité le patron des visas pour son Open Door Policy. Grosso modo, il a reproché à 3 fonctionnaires, sous prétexte de la digitalisation, d'avoir ouvert des bureaux privés et d'avoir une assistante qui fait barrage entre le public et eux. Et il a eu des mots extrêmement durs. Alors, tu as le tweet là, je peux pas le lire parce que je suis complètement myope, mais les mots que ça m'a marqué, il a dit c'est pas la culture des UAI de fermer la porte et vous avez intérêt de l'ouvrir. Et si vous pensez que notre culture a changé, je vais personnellement vous rappeler que c'est pas le cas. Qu'est-ce que je l'aime ce mec, putain. Rien que moi, quand j'ai vu en préparant mon ancienne vidéo justement sur lui, juste le truc et d'ailleurs tu peux les trouver exactement sur le site du gouvernement aussi, les KPI du gouvernement. Genre, on veut 95% de taux de satisfaction dans la population, on veut des trucs comme ça, etc. Ouais, parce qu'il y a 4% de Français, donc ils peuvent pas monter à 100. Je rigole. Il n'y a pas du tout 4% de Français, je sais pas du tout combien de Français. 2030, 25% de tous les trajets à Dubaï seront effectués sans conducteur. Attention, des fois, je peux jouer sur les dates et tout. Oui, mais c'est ça le problème, c'est que je sais bien que oui, mais je sais pas en quelle année. C'est ça. Donc là, tu as triché sur la date, c'est ça? Ou le pourcentage. Ou j'ai pas triché, ou peut-être c'est vrai. Non, mais vrai. Bien, Ouais. oui. Ouais. Effectivement, il y a une initiative officielle qui a été annoncée, Autonomous Transportation Strategy. Et ils veulent 10% des transports à Dubaï sont déjà autonomes actuellement, Comment tu les bookes? parce qu'ils comptent le métro dedans, Ah oui, d'accord, ok. qui est le premier métro à l'époque qui a été construit autonome au monde, 100% autonome. Et ça, c'est du marketing. Donc, ouais. voilà. Donc ils ont déjà 10%, donc il reste plus beaucoup pour faire 25%. Et après, le truc d'après, ça va être tout ce qui est bus, en fait, tout ce qui est trajet fixe. C'est le plus simple. Ils vont pouvoir faire des voies dédiées sur l'autoroute, etc. Les taxis autonomes, je donnerais n'importe quoi là pour avoir un taxi autonome à Dubaï. Parce que on va pas parler de pourquoi, mais putain, Ouais, Uber, c'est compliqué. Hein. c'est clair. C'est ça vraiment, je pense, c'est le seul problème de Dubaï. Hein. Ouais, mais le pire, c'est que je pense que c'est, enfin, pas les taxis spécifiquement, mais le fait que ce soit pas, enfin, le facteur humain dans la conduite, c'est juste ça qui crée des bouchons, etc. Ouais. à Dubaï. Parce que Ouais. la plupart du temps, quand tu es sur l'autoroute, en vrai, et qu'il y a un bouchon, c'est rare qu'il y ait vraiment un accident ou un gros truc, quoi. Non, c'est vrai, c'est factuellement. Ouais. La plupart du temps, c'est juste un gars qui a ralenti et boum, ça crée un bouchon qui dure une demi-heure et qui met trop longtemps à s'enlever, quoi. C'est incroyable. Et si toutes les voitures étaient juste connectées déjà et qu'elles ralentissaient ensemble et tout, ça irait 10 fois plus C'est vite. vrai que ce serait incroyable. 2024, le prince héritier Sheikh Hamdan annonce organiser le Global Prompt Engineering Challenge, où en gros, il offre 1 million de dirhams aux meilleurs créateurs de prompts pour générer des images sur Midjourney. Faux. T'es sûr de toi? Ouais. Non, c'était vrai. Mais Image c'est- à l'appui. Non, mais c'est incroyable, tu te fous de ma gueule sur Je te jure Midjourney. que c'est vrai. Mais ça n'a aucun sens. Je te jure que c'est vrai. Et d'ailleurs, petite anecdote, j'ai participé. J'étais sélectionné parmi les... En gros, t'as les finalistes là, qui se retrouvaient au musée du futur comme ça, dans ce setup-là, en mode il y avait un chrono et tout. Genre vraiment, ils ont organisé un truc de fou. Et moi, j'étais demi-finaliste juste avant dans les présélectionnés. Mais incroyable. Non, c'était génial. La deuxième édition du Global Prompt Engineering Championship a été organisée en mai 2021. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, quand t'es venu chez moi, il y avait des trucs que j'ai fait sur Midjourney que j'ai encadré. Bah, celle qui m'a fait aller en demi-finale, c'est j'ai refait... En gros, le sujet, c'était il fallait refaire une œuvre artistique existante, version IA, revisitée, ou version Dubaï, un truc comme ça. Et moi, j'ai refait, tu sais, les ouvriers qui sont à New York, là, en train de déjeuner, suspendus sur un échafaudage. Incroyable. Ça avait l'air d'être une joke, ton truc. Non, non, c'est un vrai truc, genre Et c'est l'événement a eu lieu. lequel qui a organisé ça? C'est quel- Hamdan. Et c'est cette nana qui a gagné. Contrairement en fait à tous les autres participants, elle avait vraiment un edge parce qu'elle est vraiment DA dans une agence. Elle a une éducation vraiment artistique versus tous les autres. On était des geekos, ils font du mid-journée. Et du coup, dans ses prompts, tu sentais qu'elle avait vraiment ce edge, tu vois, de trouver les bons termes, les bons styles, de mettre des noms d'artistes connus, etc. tu Ouais, vois. d'artistes moins connus, justement. Ou ouais. moins connus, exactement. Et c'est comme ça qu'elle a gagné 1 million de dirhams. Putain, stylé, ça fait, Ouais. ça fait Et de la... ça se refait chaque année. ça Ils fait vont de le la- refaire l'année prochaine. Ça fait de la bonne journée, ça. Hein. Ouais, franchement, c'est pas mal. Tu me diras quand c'est, on peut assister? Ouais, bien sûr, ouais, c'est public au Musée du Futur. C'est incroyable, vas-y, dis-moi, on ira ensemble. Ouais, grave. La Dubai Moon,
projet de refaire une réplique grandeur nature de la Lune. Alors, le projet a eu lieu, mais il a fait faillite. Je te donne pas d'indice. Une sphère de 274 mètres de haut, ou qui va permettre aux gens de littéralement marcher sur la Lune. Ouais, ça a raté. Effectivement, ça a raté. En revanche, Abu Dhabi, eux, vont vraiment construire une sphère qui est en La gros, réplique de Las Vegas. Et là, c'est une vraie photo où ils avaient vraiment affiché comme ça Hello UAE à Las Vegas. D'ailleurs, je trouvais, on en a parlé un peu en intro du côté, en gros, Dubaï, les projets de construction, c'est un peu, c'est moins enfin, en tout cas, les constructions comme ça, grandioses, où finalement il n'y a pas d'intérêt pour la population, c'est juste du show-off. Mais tu vois qu'Abu Dhabi sont encore là-dedans. Je le trouve dur parce que ça a quand même un. Enfin, t'as pas été à la sphère à Las Vegas, mais Non. c'est vraiment regarder un concert là-dedans, c'est incroyable. Hein. C'est une expérience. C'est pas gadget. Hein. Mhm. C'est impressionnant. Donc, ça ressemble pas. Enfin, je vois ce que tu veux dire, mais bon, de toute façon, Abu Dhabi veut faire tous les trucs culture, concert, machin, donc c'est leur position. J'ai l'impression qu'il y a une sorte d'harmonie dans les Émirats où chaque Émirat prend ses petites spécialités. Mm-mm. Et tu vois, pour pas trop se faire concurrence, j'ai vrai. l'impression que c'est leur façon de maintenir la paix familiale. C'est vrai. Et du coup, Abu Dhabi, c'est quoi? C'est la culture. Abu Dhabi, c'est la finance, les ressources premières et l'entertainment. Mais entertainment safe for work. Genre, tu vois, la sphère. Oui, pas des casinos et des. Voilà. Russell Kemar nous fait le casino, ouais. Ouais. D'ici 2040, Dubaï sera une ville conviviale pour les piétons toute l'année. Bon, ça, t'as déjà spoilé en fait. Je sais pas pourquoi, désolé, j'ai spoilé. Donc, c'est vrai, ce projet, donc, ils ont prévu de The Loop, donc 93 km de. Mais est-ce que ça, tu savais cette info? Que ça va être donc climatisé, Ouais. mais que 100% sustainable parce que alimenté par l'énergie cinétique des gens qui marchent et qui se déplacent en vélo. Exactement. Ça, je sais pas si c'est réalisable. Mais Ça n'a pas l'air très compliqué comme problème, ça. Ah ouais? Non, puis ils vont faire des systèmes d'aération et d'air. Ça va être plus aéré que climatisé. On a regardé avec Christophe Delaune les plans, là. Ouais. Il était comme un ouf. Et il arrêtait pas de répéter, mais c'est des ouf, c'est des ouf. Mais ouais, c'est des ouf. Et comme tu peux le voir sur ton plan, tu vois le carré, là, c'est vraiment le carré de sustainability de Dubaï. Et donc, tout autour de ce, pas carré, rectangle, il va y avoir toute une forêt vierge qui va filtrer le désert. Et là, sur toute la mer, ils sont en train de planter, je sais plus comment s'appelle cette plante. Ouais, des sortes de mangrove. Mangrove. Ouais. Ouais, ils sont en train de planter 97 km de mangrove. Bah ça faisait partie des plus gros projets qu'ils ont annoncés pendant le forum. Ouais, t'imagines? Ce qui est marrant aussi, parce que je trouvais, c'est qu'il y a énormément de plans pour Dubaï, mais dans le forum, tu voyais vraiment qu'ils pensent pas que à Dubaï. Ils sont vraiment en mode, on veut aider le monde entier, en fait. On veut que les techs, entre guillemets, qu'on développe à Dubaï, ça serve l'humanité, en fait. Ouais, parce que c'est un super business. Je veux dire, c'est comme ça qu'ils créent de la prospérité. Hein. Et qu'ils vont rembourser le coût de tous ces investissements délirants pour 4 millions de personnes, quoi. 2024, le 1 Billion Creator Fund, un projet colossal. Ah, mais ils m'ont contacté, je suis désolé, frère. Fais gaffe. Fais gaffe. Parce que c'est pas 1 billion, c'est 100 millions de dirhams. Alors, donc, attends, je finis de l'expliquer. Vas-y. Projet colossal pour d'1 milliard de dirhams pour séduire l'élite mondiale des influenceurs, créateurs de contenu, podcasteurs et hisser Dubaï au rang numéro 1 de la création sur les réseaux sociaux, en ligne, pour faire rayonner l'Émirat comme la future capitale créative du 21e siècle. Donc, mais t'as triché sur le montant, oui. Ouais, j'ai triché sur c'est le 100 montant. millions de dirhams. Le 1 Billion Summit, et déjà, c'est pas. Enfin, en gros, il y a un fonds qui a été annoncé, c'est 150 millions de dirhams. Voilà, ok. Qui est un fonds global sur plusieurs années, où il y a plein de projets, dont cet événement-là, qui va avoir lieu le 11 janvier, je crois, un truc comme ça, et où ils font venir, en gros, des influenceurs du monde entier pour échanger sur la creator economy. Je t'ai invité comme speaker, ouais. Et non, j'ai dit non parce que je me sentais pas très légitime comme créateur. Ils voulaient, en fait, c'était assez marrant parce qu'ils m'ont demandé un talk très, enfin, que je pouvais pas faire en fait sur technique, sur genre comment tu démarres sur YouTube, machin. Et j'ai dit oui, bah, j'en sais rien en fait parce que j'ai pas encore vraiment commencé, tu vois. Et le mec m'a dit mais on m'a dit que vous étiez super gros en France. Ouais, mais c'est malgré moi. Donc, c'est un peu bizarre comme situation.
Je me vois pas aller à une conf de créateurs, donner des leçons de créateurs. Tu vois, je me vois pas comme ça. Et en tant que participant? Ah ouais, avec plaisir, ouais. Ça, oui. Bah, on se verra là-bas. Ouais. Donc ouais, le fond a été annoncé, mais ce que je trouve intéressant à discuter par rapport à ça, c'est justement l'essor culturel de Dubaï. En fait, je trouve qu'ils ont réussi à construire une image qui est connue maintenant à l'international de tout le monde connaît Dubaï, c'est identifié dans le monde entier, c'est devenu une destination touristique énorme. Mais niveau culturel, c'est pas encore. Enfin, ils exportent pas vraiment leur culture au même titre que le Japon ou les États-Unis. Mais qu'est-ce que tu penserais d'avoir. En fait, je trouve qu'il y a un truc stratégique qui est encore sous-estimé au niveau culturel, c'est qu'ils sont un hub en fait entre Afrique, Europe, Asie du Sud Et Russie. et Russie. Où en fait, si tout. Genre, en fait, le truc qui me représente le plus ça, c'est genre, imagine, ils font à Dubaï, Friends, version Dubaï, où genre, c'est un appart où t'as un Russe, un Indien, un truc. Je pense que c'est la série qui explose dans le monde entier, tu vois. Genre, si Netflix fait ça demain. Et en plus, c'est à Dubaï, donc tout le monde connaît Dubaï, il y a l'image de Dubaï, bling bling et tout. Je pense que, en fait, niveau culturel, il y a un vivier de mélange qui pourrait créer un mélange, en fait, qui s'exporterait super bien. Le problème que tu aurais, c'est que cet appartement à Dubaï, il n'existe pas. C'est vrai. Et donc, il ne reflèterait pas quelque chose que qui que ce soit ressent ici. Parce que, assez bizarrement, le multiculturalisme de Dubaï, c'est un multiculturalisme qui ne se fréquente pas. C'est très, très, très dur. Mais ça va évoluer, forcément, je pense. Je crois pas. Ah ouais? Je crois que c'est vraiment designé pour ça. Encore une fois, la paix et l'harmonie. Ils sont obsédés par ça. Ils savent très bien que le mélange, ça crée des tensions. Donc ils ont fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour que chaque communauté trouve sa place. Il y a très peu d'endroits de mélange. Hein. T'as des potes indiens? Non. Pourtant, des Indiens plus riches que toi, il y en a beaucoup. Hein. C'est pas qu'un problème social. Ouais, c'est clair. Mais ils sont invisibles. Invisibles. Beaucoup plus que les... Je pense qu'ils sont un peu traumatisés des US et du melting pot américain. Ils se sont dit, bon, de toute évidence, ça marche pas. Ils sont très traumatisés du communautarisme français et européen en général. Ouais. En mode, tu vois, les communautés sont chacun dans leur coin, se détestent. Et je le vois, par exemple, à l'école. Parce que, tu vois, à l'école, les petits, ils sont mélangés, forcément, parce que eux, ils représentent... dans une classe, il y a 40 nationalités. Mais ils parlent tous un anglais parfait et ils ont une nouvelle identité. Donc, ils ont leur identité de Dubaï. C'est vrai. Et donc, en fait, si tu avais un appart avec un Indien, machin, en fait, ce serait des Dubaïotes. C'est vrai. Ce serait pas des Indiens, des machins. Donc, en fait, c'est un pays qui a deux niveaux. Il y a un niveau, la nouvelle génération de globalistes. Et je pense que c'est vraiment ici du glocalisme. C'est, tu vois, par exemple, la petite à la maison, elle a 5 ans. Donc, elle parle français, anglais, arabe et espagnol. Ce qui ici est tout à fait normal pour un enfant de 5 ans. Elle le parle parfaitement. Genre, il y a pas de... Elle n'a pas de barrière, elle passe de l'un à l'autre sans problème, etc. Elle connaît toutes les fêtes de tous les pays. Parce que dans sa classe, ils fêtent tout. Donc, ils ont fêté Hanouka, Noël, Swahili, je sais pas quoi. C'est même pas Swahili, Diwali. Diwali, je sais pas quoi, quelle fête africaine. Toutes les semaines, elle revient, elle nous apprend un truc. Genre, ouais, à l'école, cette semaine, il y avait mon camarade du Cameroun. Alors, au Cameroun, quand c'est ton anniversaire, tu manges un gâteau sur la tête. Enfin, je raconte n'importe quoi, mais... Tu manges un gâteau. Je sais rien, mais c'est toujours des trucs. Elle te raconte des trucs, tu vois, c'est les enfants. Désolé pour les amis camerounais. J'étais avec un ami camerounais à l'instant, c'est pour ça que je pense à ça. Et en fait, ouais, pour elle, le monde, c'est un grand menu d'un restaurant dans lequel tu pioches ce que tu as envie, quand tu as envie et tout. Et donc, tous ses camarades sont pareils. Ils sont pas... tu vois, elle n'est pas française. D'ailleurs, elle aime pas... Et c'est fou, hein. Elle aime pas aller en France. Hein. Genre là, elle va passer Noël en France, c'est le drame. Hein. Elle dit à ses parents, ouais, on reste pas longtemps. Je dis, mais t'as 5 ans, qu'est-ce que tu t'en fous? Mais non, je sais pas, j'aime pas. Les gens, ils sont stressés là-bas, tu vois. Et du coup, comment tu vois ça évoluer dans 20 ans? Bah, moi, je pense qu'ils sont en train de créer une population qui va être complètement exclue du reste du monde. Ils sont en train de nous créer une sorte de... Ouais,
véritablement des vrais globalistes. C'est-à-dire, il n'y a pas de sujet... Comme personne peut devenir émirati, il n'y a pas de sujet d'identité nationale, de nationalisme, mais il y a un attachement au pays et à l'infrastructure, parce qu'ils sont nés ici, ils vivent ici, et donc ils vont nous créer quelque chose de très, 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 très original. Assez unique, en fait. Et ça, est-ce que ça créerait pas justement un produit culturel qui pourrait s'exporter? Ouais, mais ton appart, il va être très chiant, parce qu'en fait, il va y avoir beaucoup d'harmonie dans cet appart. Parce que je vois bien la série que tu essayes de voir. C'est une série qui n'existe pas à Dubaï. Pour l'instant. Mais même après, parce qu'en fait, ils n'auront pas de sketch. Friends, c'est 5 Américains. Quand tu auras 5 Dubaïotes, qu'ils soient d'origine indienne, d'origine japonaise ou tout, ils n'auront pas de biais culturel de désintégration. Parce que je vois bien ton histoire. Le mec, tu rentres à la maison, ça pue le curry. Non, pas du tout. Toi, tu l'as fait en mode producteur français, là. Tu l'as fait en mode M6. Si tu veux que la série, elle marche dans le reste du monde, c'est ce que les gens veulent voir. Moi, je vois plus... D'ailleurs, j'ai dit Friends, mais limite, ce serait plus... je sais pas si tu connais Seinfeld. Ouais. Où c'est vraiment juste la vie normale, en fait, et des situations de la vie normale. Ils ont fait cette série avec les Libanais, là, de Dubaï. Habibi. Habibi, ouais. Je sais pas quoi, là. C'est un flop. C'est un flop, hein. Ah bon? Attends, tu parles de quelle série? La série où il y a tous les gosses de riches libanais, la Bling Bling. Ah, Dubai Bling. Ouais, Dubai Bling. Ok, parce qu'après, ils ont fait Love is Blind Habibi. Ah, j'ai pas vu ça. Et là, par contre, c'est le... Donc, Love is Blind, c'est une franchise, je regarde pas du tout, hein, mais en gros, c'est... Donc, tu rencontres Tu t'es censé rencontrer l'amour de ta vie, mais il y a un truc qui vous sépare, et donc, c'est juste de la discussion et tout. Et à un moment donné, il y a une rencontre, tu te maries, tu vas rencontrer les parents, etc. Et donc, en mode télé-réalité de rencontre. Et ils l'ont fait dans tous les pays. Et celui de Habibi, donc d'ailleurs, je sais même pas si c'est à Dubaï ou c'est Monde Arabe, c'est celui qui a le mieux marché. Parce que je pense aussi le sujet, il y a un truc qui fait que ce sujet-là, particulièrement ici, il est plus pertinent. Mais effectivement, mais en même temps, c'est un peu ce que tu disais, Dubai Bling, ça représente pas vraiment Dubaï. Non, c'est ça. Même les gens de Dubaï, quand ils regardent, ils sont en mode, mais qu'est-ce que c'est? What the fuck, en fait. Ouais. C'est hyper cliché, etc. Mais en fait, moi, ce que j'aime dans Friends, Friends, j'aime moyen parce que je trouve que c'est un peu cliché New York, dans le sens c'est genre 5 gars, tu comprends pas comment ils arrivent à se payer un appart à Manhattan, ils sont jeunes, ils ont pas de travail, mais voilà. Pourtant, tu sais comment ils se payent un appart? C'est l'appart hérité de Monica, ce qui est une histoire très new-yorkaise. Sérieux? Elle est propriétaire de l'appart dans la série. Bah voilà. Enfin, c'est comme ça qu'il raconte. C'est comme ça qu'il le justifie. Ouais, elle héberge Rachel gratuitement. Moi, je me suis toujours dit, en fait, c'est absurde cette série, ça a pas de sens, c'est impossible. Et c'est pour ça que l'appartement de Joey et de Chandler est beaucoup plus petit. Parce que eux, ils payent vraiment le loyer et que Phoebe, elle vit dans un studio. Okay. C'est les 3 couches de la société. Les héritiers qui fréquentent les gens plutôt successful, mais bon. Parce que, tu vois, Chandler, c'est celui qui gagne le mieux sa vie de tous. Pourtant, son appart, c'est le plus pourri. C'est celui qui est dans l'archéologie, un truc comme ça? Non, ça c'est Ross. Non, Chandler, c'est celui qui va devenir le mari de Monica, qui travaille à Tulsa comme personne ne sait ce qu'il fait. Ah ouais, il est dans des bureaux, quoi. Il est dans des bureaux, ouais. Il travaille dans la finance, en fait. Ouais, ok. Ouais, pour le coup, moi, j'ai plus regardé Seinfeld, donc qui est un peu l'inspiration de... La version cynique, ouais. Ouais, voilà, la version cynique. Et là, pour le coup, tout est vrai, presque. Enfin, ils se sont inspirés de leur vie, quoi. Deuxième partie. Alors la partie Nostradamus. cette chanson. Donc, je te sors des affirmations par catégorie sur Dubaï et on en discute. Et moi, j'essaie de confronter ça à des trucs que j'ai pu trouver dans mon enquête. Donc, premièrement, sur l'avenir de l'immobilier et l'économie. Le marché immobilier de Dubaï est une bulle. Un truc qu'on entend encore assez souvent. Ouais. Écoute, j'y crois pas du tout. Je pense que c'est très très loin d'être une bulle. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo avec un partenaire immobilier que j'ai ici qui s'appelle Investa. Eux, ça fait 10 ans qu'ils sont ici, ils aident les gens à acheter des maisons, des appartes, et surtout, ils aident les investisseurs à créer, tu vois, un plan d'investissement qui fait sens à Dubaï, en achetant des apparts dans plein de localisations pour pouvoir bâtir un patrimoine à Dubaï. Et ils avaient la même opinion que moi. Tu vends bien leur truc, en tout cas. Ouais. Ils avaient à peu près la même opinion que moi, qui était de dire, en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais aujourd'hui, Dubaï, c'est 15 fois moins cher que Paris, 20 fois moins cher que New York. Il faut être sacrément frappadingue pour trouver que c'est 15 fois moins bien que Paris et 20 fois moins bien que New York. Ça n'a pas de sens.
Vraiment, ça n'a pas de sens. Et donc, il va y avoir une correction. Et ça a l'air d'être une bulle parce que les gens regardent les graphiques comme s'ils regardaient un shitcoin. Et là, ils disent, ah, regarde, c'est parti là, ça a monté là. Mais les gens ne perçoivent pas l'offre et la demande. Et la demande, elle est invraisemblable. On parle d'une ville qui a fait plus 600 000 d'inflow en 2024, qui va faire plus 800 000 d'inflow en 2025, et qui va doubler d'habitants d'ici 2030. C'est intenable. C'est intenable. Tu rajoutes à ça le fait que beaucoup de gens achètent de l'immobilier qui laissent vide ici pour des questions patrimoniales. Donc il y a des gens qui ont des quantités de cash immenses qui veulent juste placer et donc qui achètent. Donc ce qui tend encore plus le marché parce que tu es dans un marché où déjà il n'y a pas assez de construction pour les gens qui veulent acheter et les gens qui veulent acheter ils sont en concurrence avec des gens qui veulent pas vivre et pas louer. Donc achètent des floors entiers. Ouais, des floors entiers qui veulent pas louer et ils veulent pas louer parce qu'ils veulent pas d'emmerde. Parce que c'est toujours des emmerdes de louer, même si les gens payent, même si machin. Tu dis ouais mais c'est des villes, machin, rendement. Ouais mais non, c'est. Est-ce que toi, c'était quoi ta stratégie justement avec Investa? T'es parti sur quoi? Bah en fait... Peut-être que tu veux pas disclose. Si, mais avec plaisir. En fait, moi, on me demande tout le temps, je vais acheter de l'immobilier à Dubaï, j'y connais rien, je sais pas qui aller voir et tout. Et j'ai fait un peu... D'abord, moi, j'ai pas envie de donner des conseils aux gens sur quoi faire, j'y connais rien. Mais j'avais l'intuition qu'il y avait un acteur qui était un peu meilleur que les autres, et Alec Henry m'a présenté Investa. Et en me présentant Investa, en fait, j'ai compris que eux, leur démarche, elle était très, très adaptée aux Français. Parce que la méthode patrimoniale française, qui est d'acheter des choses sûres, dans les bons bâtiments, de connaître la bonne qualité, les bons promoteurs, tu as besoin d'un insider. Et eux, parmi tous les gens que j'ai rencontrés, c'est de très 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 loin les plus sérieux. C'est pour ça que je les ai invités sur ma chaîne YouTube, c'est pour ça que je les recommande avec plaisir. C'est pour ça que j'ai envoyé... Tu as fait une bonne pub. Je pense qu'il faudrait mettre un lien sponsor. On va mettre un lien dans la description. J'ai envoyé mes amis, ma famille. Parce qu'en fait, comme Dubaï est un marché d'insider dans lequel à peu près toutes les règles de l'immobilier parisien ou de l'immobilier français n'existent pas ici. Je te donne un exemple tout bête. En France, tu regardes le marché immobilier de la façon suivante. Tu te dis... Il y a un cercle de logement, je sais pas, l'avenue Montaigne, et le prix moyen dans l'avenue Montaigne, c'est tant par mètre carré. Tu peux peut-être avoir des décalages de 10-20% pour la qualité du bien. C'est possible. Dubaï, j'ai vu des immeubles. Dans l'immeuble, t'es à 2x, 3x d'écart type entre deux apparts par mètre carré. Dans l'immeuble. Genre le même appart, le même layout, juste un étage au-dessus. Ouais, ou pas la même déco, ou pas, tu vois, ou signé par un architecte célèbre parce que l'appartement a été refait, il a une meilleure vue. Et en fait, c'est vraiment un pur marché de spéculation d'offre et de demande. Mais est-ce que c'est pas justement ce côté spéculation qui fait croire aux gens que c'est une bulle? Parce que c'est souvent ça, quand on dit c'est une bulle, c'est qu'il n'y a pas de marché réel. Mais il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que qui dit bulle dit fausse demande. Et la demande ici, elle est très réelle. Et ce que les gens... C'est juste que c'est pas une demande des gens qui veulent habiter, c'est une demande de gens qui veulent investir en fait. C'est tout. Ouais. Mais c'est justement, c'est pas... C'est pas illégitime non plus. C'est pas où, c'est et. Il y a une demande des gens qui veulent vivre. Il y a une demande des gens qui veulent investir. Il y a une demande des gens qui veulent la hype. Il y a une demande de machin. Et donc, résultat, ça crée un marché jungle où c'est facile de se faire niquer parce que qui dit énormément de demandes dit énormément d'offres avec énormément d'opportunistes qui profitent. Et c'est là où je pense que la pire chose qu'un Français peut faire, c'est de venir par lui-même et d'espérer acheter les appartements lui-même. C'est complètement con. Je pense que vraiment, ça vaut le coup de payer un acteur comme Investa et d'être conseiller. Tous les bons coups, c'est sur construction, c'est faut être les premiers à réserver ton truc. Faut avoir vraiment de l'entre-gens ici. Et ils ont de l'entre-gens. Et d'ailleurs, l'un des deux cofondateurs d'Investa, avec qui tu pourrais inviter sur ta chaîne YouTube, c'est un mec qui est né à Dubaï. Et donc, il connaît Dubaï depuis... Il a tout vu. Il a vu les transformations, il a vu le bon, le mauvais, il a vu les projets catastrophiques, il a vu... Et notamment, il y a un truc... tu vois, c'est Christophe Delaune qui m'a fait remarquer ça. Christophe, il me disait, c'est fou ici de voir le nombre de projets de construction abandonnés. Et ça, c'est la preuve que c'est un pays qui fonctionne bien. C'est paradoxal. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, tu es dans un vrai pays capitaliste où on te donne ta chance pour démarrer, mais si ça marche pas, c'est ton problème en fait.
Et donc, en fait, le gouvernement, il s'en balèque. Il y a un mec, là, au nord de Dubaï, il s'est dit, je vais faire une île avec la carte du monde. N'importe où ailleurs sur Terre, on l'aurait empêché de faire ça. On lui aurait pas donné les autorisations, machin. Et ici, les mecs sont en mode, vas-y. Et ce qui est fou, c'est qu'évidemment, ça a foiré. Bon, là, c'était pas dur de savoir que ça allait foirer. Mais ce que j'aime... Après, c'est en train de reprendre, apparemment, Mais justement, certaines îles. mais justement, c'est ça que j'adore chez Dubaï. C'est que Dubaï, c'est tellement fou qu'en fait, il y a un mec qui va se prendre des dents, il va faire faillite. Ensuite, il y a un deuxième mec qui va venir, il va acheter, il va faire faillite. Et la troisième génération de mecs, ils vont gagner de l'argent parce qu'ils vont profiter de tout ce que les mecs d'avant ont dépensé pour rien. Et ça, c'est la preuve d'un marché qui fonctionne, en fait. Clairement. Parce qu'on peut dire, ah ouais, mais il suffisait de sélectionner le projet. Mais non, mais parce qu'en fait, si tu veux que l'impossible émerge, il faut un gros taux d'échec. Et ils ont un sens ici d'assumer les échecs plus qu'ailleurs. Et ce qui les rend extrêmement enthousiasmants, je trouve. Donc non, je ne pense pas que Dubaï est une bulle. Et oui, je pense que les gens devraient se faire accompagner et que parmi toutes les solutions d'accompagnement, Investa est une des meilleures solutions. Clairement. Et je pense que ce qui fait dire aux gens aussi le côté bulle, c'est parce qu'en France, on a trop la matrice unique d'investissement dans l'immobilier de j'achète avec la banque, je loue mon bien, ça paye mon prêt. Ouais, alors que il n'y a pas que ça, comme, pas que ça. Dans l'immobilier. Ouais, et en fait, c'est infime à Dubaï, ces stratégies-là. Ouais. Bah, tu vois, ça, je ne savais pas du tout. Moi, dans ma tête, j'étais encore dans cette matrice-là. Du coup, je me dis, ouais, effectivement. Le marché du tourisme et des locations de vacances arrive à saturation. Ouais, alors ça, je ne suis pas un expert, mais ce que je vois, c'est que le tourisme, ça n'arrête pas, quoi. En plus, tu vois, j'étais avec un mec qui s'appelle Tristan, qui pendant des années a été CEO du Burj Al Arab. Donc lui, il a vu beaucoup de choses dans le tourisme. Et il m'a dit, il y a un truc à Dubaï qui est fou, c'est cette capacité qu'ils ont de construire des lieux vides qui se remplissent dans le temps. Et nulle part ailleurs, les gens tiendraient la patience comme ça. Et il disait, lui, la première fois qu'il a visité le Dubai Mall, il s'est dit, mais c'est qui, c'est fou. Il y avait personne. Il n'y avait pas de magasin. C'était vide. Ils appelaient ça Ghost Mall. Et à l'époque, il n'y avait pas le quartier downtown autour. Et les mecs se disaient, mais qui c'est qui va venir là-dedans, en fait? Et ils ont créé le quartier. Et ça, c'est grandiose. Emar, qui est le méta-développeur du chèque Mo, c'est une boîte. C'est privé ou c'est public, alors, Emar bah, non, mais c'est ni l'un ni l'autre. Ça appartient au chèque. Mais le chèque, c'est l'État. Donc, mais ça lui appartient personnellement, pas, c'est pas sur la holding du gouvernement, quoi. Tu sais qu'ici, il n'y a pas de gouvernement. 100% de... Ah, même la holding du gouvernement lui appartient. Ouais. Par exemple, les services publics ici sont payés sur son compte perso. En fait, il n'y a pas l'argent. Ah, tu vois, je pensais qu'ils s'étaient séparés, moi, l'État et lui, ça je pense parce que je sais qu'au Maroc, par exemple, le roi, il y a sa holding royale et le gouvernement. Le gouvernement au Maroc, il existe. Ici, le gouvernement, c'est lui. C'est bizarre comme truc, mais alors évidemment, il y a des structures comme ICD, Dubai Holding, qui sont des structures qui ont des formes juridiques. Je n'aurais même pas dire ce que c'est. Faudrait creuser. Mais la vérité, c'est qu'à la fin, tout ça converge vers lui, quoi. D'une façon. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils font très très attention à l'argent public. Moi, j'ai le sentiment qu'ils estiment que l'argent du gouvernement, on le prend dans la poche de papa. Donc, faut faire attention. Mais il y a quelque chose d'assez magique à faire ça. L'argument souvent de ce truc de tourisme, de saturation du tourisme, c'est qu'en gros, quand tu vas à la marina, de plus en plus à downtown aussi, c'est que tu vois que l'expérience, elle s'est dégradée parce qu'il y a trop de monde, c'est trop... genre la plage, tu peux pas profiter de la plage, des trucs comme ça. Ouais, et puis ils ont ouvert 87 beach clubs privés cette année, où tu peux profiter de la plage tranquille. C'est ça. Après, les gens, ils savent pas ce qu'ils disent, parce qu'en fait, le succès a un coût. C'est la dégradation de la qualité. Mais c'est pas pour ça que les gens arrêtent de venir. Hein. Sinon, personne n'ira à Vegas. Hein. Je sais pas... Donc en fait, les OG qui se la jouent, c'est plus pareil qu'avant, machin. D'ailleurs, il faut faire très 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 attention à Dubaï de ne pas trop écouter les gens qui sont à Dubaï depuis longtemps. Parce qu'ils comprennent rien. Parce qu'en fait... ils sont sur l'ancienne matrice encore. Ouais. Les gens ne comprennent pas la croissance et l'exponentialité.
Ils n'ont pas les instincts. Moi, je les ai parce que j'ai fait 10 ans de start-up où j'ai vu ce que c'est de passer de quelque chose à... Et dans les startups, tu vois le phénomène où les OG, les premiers employés, sont des obstacles à la croissance. Ouais, ils sont toujours en mode Ouais. c'était mieux avant, Ouais, on est exactement. en train de se perdre. Ouais, exactement. Et Mais en fait, faut let go à chaque fois bien des sûr. gens et même ta vision. Et Quoi. de la même façon, ce pays est en train de let go une génération d'originaux. D'ailleurs, le français moyen installé à Dubaï depuis longtemps, il n'est pas très agréable. Hein. Tu vois, il n'est pas très accueillant. Il est en mode, oui, je sais tout, je sais ci, je sais ça. Bah, c'est comme si, j'ai vu 2008, c'est tombé. Ouais, en fait, les structurations sont très différentes, la dynamique. C'est pas parce que quelque chose a eu lieu que ça aura lieu à nouveau. C'est pas parce que tu as connu certains passe-droits à une époque qu'ils existent toujours aujourd'hui. Et donc, en fait, je les trouve un peu... je les trouve pas très fiables. D'ailleurs, pour te dire, hein, moi, je suis arrivé il y a 4 ans. J'ai eu la chance d'acheter un appart à ce moment-là. Tout le monde m'a dit, c'est une connerie, c'est la bulle, c'est machin. Meilleure décision de ma vie, hein. x2. Hein. Et je comprenais pas de quoi ils me parlaient tout. Et tous, ils avaient l'argument, je suis là depuis longtemps, j'ai vu les cycles, les montées et descentes. Mais moi, j'ai regardé les chiffres des montées et descentes, c'est que évidemment, il y avait eu des saturations immobilières avec des corrections financières. Et là, je voyais ni la saturation ni la correction. Et la saturation immobilière, d'un seul coup, c'est une chose, une ville qui a 1 million d'habitants, c'est une chose, une ville qui en a 10 millions. Et les gens ne se rendent pas compte de l'échelle dont on parle. C'est qu'une mégalopole qui va atteindre les 10 millions d'habitants, c'est ingérable. D'ailleurs, Dubaï va devenir invivable. C'est pas... Le gouvernement peut faire ce qu'il veut en termes d'infra, de machin, de trucs. Moi, je connais Londres, je connais Los Angeles. Les gens sont pas moins compétents à Londres et à Los Angeles, ou même Paris, machin. Une ville qui sature en habitants est une ville qui devient painful à vivre. Sauf que la désirabilité de la ville est telle que tu n'auras pas le choix, tu vas aller où? Et donc, tu vivras dans la peine. Et tu te rappelleras qu'il y a eu une époque... tu vois, c'est comme les mecs que tu rencontres à LA qui te racontent LA dans les années 80. Ouais. Et ils disent, ouais, à l'époque, tu prenais ton vélo, machin. Frère, c'était tellement bien, vous l'avez tellement bien vendu à tout le monde, que maintenant, on est tous là, et on est... LA, tu mets 1h30 pour passer d'un quartier à l'autre. Est-ce que les gens arrêtent de vivre à LA parce que tu mets 1h30? Non. Ils souffrent. Les OG, justement, eux, ils se barrent. Mais même pas. Même pas. Même pas. Ils vont aller où? Bah, il y a plein de... Joe Rogan, il s'est barré au Texas. Mais Joe Rogan, c'est tout seul, tu vois. C'est la plupart, ils se barrent pas. Ils ont leur famille, ils ont leur cercle social, ils se sont ancrés. C'est très, très dur de se barrer. La géopolitique du Middle East et la dépendance à la main-d'œuvre immigrée vont plomber la stabilité économique de Dubaï. Pareil, un argument qu'on entend assez souvent. Ouais, alors, bon, il y a deux parties dans ton argument. Il y a la géopolitique qui est un vrai sujet. Ça, je vais pas le nier. Je veux dire, s'il y a une guerre avec l'Iran, ça va faire peur à beaucoup de monde. Hein. Après, de toute façon, si tu regardes en dynamique locale, le scénario rêvé pour Dubaï, c'est le régime iranien s'effondre, l'Iran devient un pays ami des Émirats, l'Iran, c'est quoi? C'est 1000 milliards de développement par an pendant 10 ans, et les Émirats ont une prospérité assurée pour 5 générations. Moi, je pense qu'ils sont au service de leur peuple, en fait. Hein. C'est aussi con que ça. Hein. Et les intérêts de leur peuple, c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est le commerce, c'était pas la guerre. Ils ont réussi à faire la paix avec le Qatar, ils ont fait la paix avec l'Arabie Saoudite, ils veulent faire la paix. Ils ont ce logiciel. Et à quel point c'est similaire à la Suisse pendant les guerres mondiales? La différence, c'est que la Suisse, c'est un pays neutre, alors que les Émirats sont un pays proactif ami. Tu vois, ils sont amis des US. Géopolitique, ils ont une stratégie géopolitique, donc ils sont amis des US, mais amis de la Russie. Et ils ne laisseront pas la Russie leur dicter avec qui ils sont amis, ils ne laisseront pas les US dicter avec qui ils sont amis. Et c'est du pain béni hein, en géopolitique, un pays comme ça. Hein. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es russe et que tu as besoin de parler avec un Américain, où tu vas? Tu viens ici. Et la partie main-d'œuvre non qualifiée, qui a une vulnérabilité clairement du pays là-dessus. Ah bon? Alors ça, j'ai pas compris. C'est quoi la vulnérabilité?
Si demain, tu as l'Arabie Saoudite qui dit à tous ces pays qui envoient des travailleurs pour construire, pour gérer le pays, basically, on vous paye le double. Mais tu sais, c'est un mythe. Dubaï ne dépend pas d'une main-d'œuvre pas chère. C'est une goutte d'eau, la main-d'œuvre, dans le coût de Dubaï. Dubaï, les gens pourraient être payés 3, 4, 5 fois le prix, ça serait la même chose. Parce qu'il y a un tel décalage entre le prix de la main-d'œuvre et la réalisation. Et d'ailleurs, c'est un piège, ce prix de la main-d'œuvre. Toutes les boîtes dans l'immobilier que je fréquente là en ce moment et que je vois, elles ont toutes le même discours. C'est on importe des Polonais, on importe des Français, on importe des machins, parce qu'en fait, le mec, tu le payes 600 €, tu fais faire 4 fois le travail. Donc, autant payer un mec 2008 et le faire une fois. Ça coûte moins cher en termes de capital. Parce que si à la fin, c'est pour te coûter le même prix en 4 mois, en 1 mois, les intérêts que tu payes sur le capital sont moins chers. Donc non, je pense que il y a beaucoup de fantasmes de la part des Français là-dessus et de la part des Occidentaux, les esclaves, les machins. Je m'étais amusé à regarder la parité de pouvoir d'achat entre un ouvrier dans le bâtiment en France et un ouvrier ici. Elle fait pas rougir. Oui, il gagne 800 € par mois, mais un mec qui gagne 800 € par mois, qui est logé, nourri ici, il a une parité de pouvoir d'achat. Parité, c'est un concept que les gens ne comprennent pas, parité de pouvoir d'achat, mais supérieure à la France. Et de la même façon, un prof en France qui est payé 2300 € en moyenne a une parité de pouvoir d'achat inférieure à un prof au Chili payé 900 €. Parce qu'en fait, tu crois que le prof pauvre, c'est le mec qui est payé 900 €, alors que le mec pauvre, c'est le mec payé 2003. Parce que l'argent, c'est pour acheter des choses. Exactement. Si tu vis dans un pays où tout coûte cher, etc., et contrairement aux apparences, Dubaï a préservé un écosystème de commerce pas cher hors du commun pour une ville de cette taille. Moi, je ne connais pas une ville... D'ailleurs, c'est choquant. Des fois, la même bouteille d'eau, elle te coûte 10 fois le prix si tu fais 2 même mètres. juste... c'est ça. Mais dans un immeuble, récemment, j'étais à The Mall, au bout de Umsukem. Je rentre dans un resto, je regarde la carte, tout était hors de prix. Le resto de la porte d'à côté, tu manges pour 10 €. Dans le même mall. Ça, c'est Dubaï. C'est l'offre, la demande, la hype, le marché. Et c'est la preuve de ce qu'est une vraie économie libérale. C'est qu'on ne se rend pas compte à quel point un pays libéral, ça fonctionne. Parce qu'en fait, c'est pas normal que les prix convergent vers tous. C'est pas normal d'être dans une population... Tu vois, la France, tout le monde gagne 3 000 € en France, en fait. Parce que tous les mecs qui gagnent moins de 3 000 €, ils ont des aides qui font que c'est comme s'ils gagnaient 3 000 €. Et tous les gens qui gagnent plus de 3 000 €, ils ont tellement d'impôts qu'ils gagnent en fait 3 000 €. Et donc, en fait, on est dans un pays de gens où tout le monde gagne 3 000 € grosso modo, enfin, de parité de pouvoir d'achat. Bah, ça marche pas. Tu vois, il n'y a pas de dynamisme, il n'y a pas de montée, de descente. Alors, c'est sûr qu'il y a moins d'inégalités, mais c'est pas un critère, en fait, l'absence d'inégalité. L'absence d'inégalité est, en général, la preuve d'un écosystème mort. Dans la nature, un écosystème très inégal, c'est un écosystème très vivant. Ouais, clairement, en France, si tu gagnes 3 000 €, tu te sens pas riche du tout. Non, mais c'est catastrophique. Enfin, à moins que tu déclares rien et que tu vis, t'as en plus des aides de l'État, etc. C'est trop dur, trop dur. Environnement et climat, Dubaï sera neutre en carbone d'ici 2050 avec 75% d'énergie renouvelable, à partir de sources propres en tout cas. Donc ça fait partie du plan qu'ils ont clairement annoncé. Je crois que ça a démarré avec la COP28. C'était quand la COP28 le feront avant même, je pense. Ah ouais, tu penses que c'est réalisable? Ouais, je pense largement. C'est des ouf. Sur ce sujet-là, en fait, il y a tellement peu de distance ici entre la vision, les moyens et l'opérationnel, tellement bien géré, que quand ils disent quelque chose, tu peux les croire. Il n'y a pas de... Après, c'est un sujet qui a l'air très facile. La consommation de Dubaï, elle est quand même énorme. Oui, mais c'est un non-sujet. Parce que c'est une terre de prospérité. Le nucléaire, c'est infini. Le solaire, c'est infini. Donc tu peux consommer ce que tu veux. Il y a qu'en France où en fait on a une obsession sur la consommation parce que on ne sait pas créer... On ne sait pas fabriquer de nucléaire pas cher et on n'a pas de soleil. Donc c'est un pays pauvre. Hein. Mais ici, c'est un bout de désert. Hein. Tu sais que c'est Elon Musk qui avait montré une carte que si tu voulais, en théorie, que tu pouvais stocker l'électricité, parce qu'on ne peut pas stocker l'électricité, mais si tu savais stocker l'électricité, il suffirait, je crois, de même pas 10% du Sahara. Je crois qu'il avait fait sur son Twitter une image où tu voyais un petit point, un carré rouge de panneaux solaires et tu alimentes 100% de la planète.
Donc, qu'est-ce qu'ils nous font chier avec leur... Le problème de l'énergie, c'est un problème d'infrastructure. C'est pas du tout un problème de place. C'est juste que malheureusement, il n'y a pas d'énergie de cette... Enfin, c'est sûr que les panneaux solaires en Normandie, ils ont moins de... Ouais, voilà. Bon. Bah, il y a le plan, le parc solaire de Dubaï, là, qui porte le nom du Shir, je crois, Ouais. qui est le plus grand du monde, là, qui est quasiment fini. Là. Ouais. Mais c'est évident. C'est pas compliqué comme sujet. Hein. Après, peut-être que le truc compliqué, c'est peut-être pas comment on trouve l'énergie, c'est comment on fait en sorte que les émissions aussi de Dubaï soient vertes pour pas que ça détruise complètement l'environnement. Bah là, tu prends juste leurs mangroves, là, leurs 97 km de mangroves, c'est censé absorber 2 800 000 voitures. Juste ça. Je sais pas quoi te dire, en fait. Hein. Et 2050, la date, tu penses que c'est réalisable? Moi, je pense qu'un 2040 est largement faisable. C'est bien, là, je suis en train de te faire un stock de Nostradamus qu'on pourra sortir. On pourra aller vérifier. Le fameux projet dont on a parlé. En gros, le plan pour Dubaï, c'est, je vais résumer comme ça, de dépasser Amsterdam et Copenhague en termes de cyclisme. Finger in the noise. Ah ouais? Ouais. Mais parce qu'encore une fois, ils sont... En fait, imagine, tu veux faire ce projet en France. Combien tu as d'agences gouvernementales que tu dois convaincre? Tu trouves l'argent où? T'as pas de prospérité. T'as pas d'excédent budgétaire. Pour Notre-Dame, ils ont trouvé l'argent. Oui, mais c'est les étrangers qui ont payé. C'est la honte. Ouais. Tu sais qu'il y a plus d'Américains qui ont donné pour Notre-Dame que de Français. 12 millions de catholiques officiellement en France, pratiquants. 59 000 donateurs. 200 000 Américains. Comment, dans ce pays, les gens font pour ne pas avoir honte? Moi, je serais un catholique conservateur français. Et je me dirais, il n'y a que 59 000 personnes. Parce que, je ne sais pas combien il y a de catholiques en France. On passe notre temps à nous casser les couilles. Ouais. La France, c'est un pays de tradition catholique, Judéo-chrétienne. judéo-chrétien, machin. Ils sont tous là à nous casser les couilles toute la journée. Ok, très bien. T'as un événement comme ça. 59 000 personnes? Mais sur quelle planète on vit? Alors, il faudrait vérifier les chiffres. Vas-y, combien de Français vérifient? Parce que j'avais regardé la proportion, et ça m'avait choqué. Je crois que c'est 59 000. Nombre de donateurs étrangers, 40 000 Américains. Ouais, ok. Alors, attends, là, je vais ouvrir l'article. Je pense qu'ils vont donner le chiffre de Français. 60 millions qui viennent sur les 700 millions, 60 millions viennent des États-Unis. Ok. Le total le plus important après la France. Donc en montant, c'est la France quand même qui est devant. Ouais, mais attends, la France, parce qu'il y a Bernard Arnault et François Pinault, ouais, d'accord. Mais moi, je veux savoir combien de Français ont donné. Alors, parce que c'est Christophe Delonne qui m'avait dit ça, mais si ça se trouve, on se trompe. 62 000 Français. Versus 40 000 Américains. Ça reste les Français devant, mais la proportion, elle n'est pas flatteuse. Elle est pas flatteuse. Et en fait, c'est pas américain. Voilà, je sais d'où vient. Je me souviens, étranger. La somme des étrangers est supérieure à la proportion de Français. Ah, donc, 62 000 Français sur 12 millions de pratiquants. Comment c'est possible? Comment c'est possible? On ne demande pas de... C'est pour ça qu'ils regardaient tous Elon Musk de travers, là. Je sais pas si t'avais passé la photo. Ouais. Donc, ouais, je disais, ils ont pas de sujet, parce que ici, tu viens pitcher le chèque. Le chèque, il a une équipe de professionnels du monde entier. Ils ont un plan d'urbanisme. Ils se disent, on le fait, on le fait. Tu vois? Il n'y a pas 36 000 couches. Est-ce qu'ils ont... j'allais dire, est-ce qu'ils ont l'expérience? J'essaie de faire l'avocat du diable à chaque fois, mais c'est dur. De toute façon, c'est une vidéo de propagande. Cette vidéo est sponsorisée par Dubaï. Dubaï, cliquez visa, sur le lien en si vous voulez un visa, cliquez sur le lien en description. J'aimerais tellement. Moi, si ça va être ça 80% des commentaires. Moi, si je pouvais être un affilié de Dubaï. Genre à chaque fois que tu ramènes un nouveau résident. Ah putain, et tu sais, genre, j'ai genre 3% de la création de richesse qu'il a fait pendant 10 ans. Genre ça devient un Ponzi scheme, le Dubaï. J'ai jamais été aussi heureux d'être un propagandiste en chef. Ce que les gens comprennent pas, parce que les gens, ouais, nanana, il est payé, machin. Alors j'aimerais bien, vraiment j'aimerais bien. D'ailleurs, si quelqu'un au gouvernement de Dubaï parle français, voit cette vidéo, je suis très très ouvert à une collaboration. Vraiment, ce serait mon plus grand honneur. D'ailleurs, je serais même prêt à être payé juste par des images dédicacées. Genre, je ramène 100 personnes et j'ai une image dédicacée de l'émir. Rien que ça,
ça me mettrait en joie. Tu sais que j'ai jamais ressenti ça, le sentiment de fierté d'appartenance à une communauté. Moi, c'est la même chose. Depuis que j'ai créé ma chaîne, j'ai ce truc de conflit d'intérêt en moi interne où je me dis, mais attends, je suis en train de faire trop de pub là. Mais en même temps, c'est sincère. Ouais, exactement. T'es un peu torturé entre les deux. Je suis pas du tout torturé. Allez, il faut que je trouve des contre-arguments. Mais non, pour que ce soit... Ouais, on s'en fout. Ils vont les trouver de toute façon, les gens. Donc autant mettre en place. Tu vois, c'est clair. tout ce qui va pas, de toute façon, le monde nous le montrera. Parce qu'ils sont tellement à l'affût du moindre truc qui fonctionne pas. Et je pense que la bonne philosophie pour les habitants de Dubaï, c'est simplement de savoir que tout n'est pas parfait, qu'il y a des choses qui vont pas, et que quand il y a quelque chose qui vont pas, on ferme sa gueule et on les résout. Il faut qu'on fasse l'inverse du reste du monde. Dans le reste du monde, quand il y a quelque chose qui va pas, tout le monde ouvre sa gueule, mais personne ne fait rien. Et quand quelque chose va bien, personne n'en parle. Donc moi, j'aimerais que Dubaï soit une nation où tous les gens, et notamment les Français de Dubaï, si les Français de Dubaï pouvaient adopter cette culture d'être des vrais propagandistes fiers de Dubaï, et en silence résoudre les problèmes qui vont pas et participer à résoudre les problèmes qui vont pas. Tu vois, par exemple, chez les banques, ça va pas ici. J'ai à un moment donné introduit des gens parce que je pensais qu'ils pouvaient faire avancer le pays. Vas-y, tu fais chacun à son échelle, fait avancer le Michelin Week. Et c'est ça la bonne philosophie parce que c'est vraiment la philosophie que ce gouvernement mérite. Parce que tu vois bien ils se lèvent le matin, ils sont super sincères, ils sont super, tu vois, engagés. Donc évidemment que tout peut pas être parfait. Enfin, je veux dire, on parle de quoi? Il y a des problèmes partout, évidemment. Et d'ailleurs, tu sais, moi, j'ai aimé ça pendant la tempête. Hein. Tous les Français qui se frottaient les mains là en mode... Non, mais regarde à quel point tout a été nettoyé vite, tout a été... Regarde, il y a eu la tempête, tout a été nettoyé en 48 heures. Et la France a commencé 6 jours après en parlant, c'était une catastrophe. Et t'as vu le décalage qu'on vivait avec les gens qui nous appelaient 6-7 jours après la tempête? Ouais. Et nous, c'était en mode, bah non, je suis à la maison, je chill. Bon, oui, il a plu, oui, mon mur. Moi, dans ma chambre, l'autre passait par le mur. Parce que tu sais, la maison, c'est tellement merdique. Ah ouais? Les mecs, ils ont construit pour construire dans le désert. Clairement. Ils n'ont pas construit en se disant qu'il allait y avoir une tempête d'eau. Hein. Et donc, tu sais, l'eau passait, je me prenais l'eau dans la gueule, mais tu sais, à l'horizontale. Et je regardais le mur, je me disais, mais comment de l'eau passe par un mur? En fait, c'est parce qu'il n'y a pas de placoplâtre. Les murs sont... Ouais, c'est béton direct. Il n'y a pas de liant. Il n'y a pas de liant, ouais. Je trouve ça génial. Ah ouais. Bon, bah voilà, on a upgradé la maison. Hein. Le proprio, il nous a appelé, il s'est excusé. Il a dit, bon, on va faire quelques petits travaux, puis on prend part. Enfin, nous, on a un pote, il a été inondé jusqu'au plafond. Mais bon, le gouvernement est venu, ils ont tout nettoyé, ils ont payé le nettoyage. Ah ouais, ils ont dit... parce qu'on a aussi entendu des gens qui avaient des commerces où ils ont tout perdu, etc. Ils ont fait en 24 heures, ils ont ouvert un fonds de solidarité. En 48 heures, ils ont dit, bon, on va se calmer sur les pluies démarrer artificiellement et prends barre, quoi. Mais il y a ce truc-là dans beaucoup de... Ce que j'allais dire tout à l'heure, dans beaucoup de cultures de certaines communautés, on se soutient, quoi qu'il arrive, on parle en positif de ceux qui font des trucs bien, etc. Et évidemment qu'il y a des gens qui font de la merde, etc. Mais on n'en parle pas. Et tu vois que c'est ce genre de communauté qui arrive le mieux à réussir. Tu as beaucoup ça en Chine. On ne parle pas des problèmes devant les étrangers. Ils en parlent déjà assez pour nous. Donc il n'y a pas à... Moi, j'ai pas envie de faire une vidéo sur qu'est-ce qui va pas à Dubaï. Je ne ferai des vidéos que sur ce qui va. Et tout ce qui va pas à Dubaï, je m'engage, si je peux faire quelque chose, à l'améliorer. Et je m'engage à faire confiance à cet État et à ce gouvernement pour améliorer les choses. Et ça peut paraître complètement fou parce qu'on vit dans une société en France de défiance où plus personne ne fait confiance à son gouvernement. Moi, je vis dans un pays où je fais profondément confiance au gouvernement. Et il me le prouve. Macron, il sort dans la rue, il se prend des baffes. Ici, Cheikh Mo, il arrive dans un resto. L'émotion, elle est incroyable. Moi, je rêve de le... Tu vois, de le croiser, de prendre un selfie avec lui, quoi. Enfin, c'est vrai, ouais. J'ai pas du tout envie de prendre un selfie avec François Bayrou, Premier ministre de la France. Non, mais où on en est? Premier ministre de la France, François Bayrou. Tu préfères dîner avec Elon Musk ou Chermo? Chermo. Ah ouais? Ouais. Je pense que je connecterais beaucoup plus avec lui qu'avec Elon Musk. Je pense qu'Elon Musk, malheureusement, je n'ai pas le niveau. Alors que chez moi, je peux lui apporter plein d'idées. J'ai vraiment beaucoup d'idées pour rendre Dubaï meilleur. Alors que pour rendre SpaceX meilleur...
À part dire à Elon que Diablo 4, c'est vraiment un jeu de merde et je comprends pas ce qu'il fout dessus. À part ça, ma contribution sera très, très, très limitée, quoi. Alors pour donner un peu plus de matière aux gens aussi, justement sur le plan qui est lié à ce truc de 2040, sur le bien-être, donc je vais donner quelques éléments. Donc la headline en gros, c'est devenir la ville à 15 minutes. En gros, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Que tu puisses faire à pied ou à vélo en 20 minutes la plupart de tes trajets quotidiens. Donc lier en fait tous les quartiers entre eux, etc. Et qu'en voiture, en 15 minutes, tu es où tu veux à Dubaï. Ils veulent augmenter aussi les espaces verts. Donc vraiment, la thumbnail qu'on a choisie avec Dubaï tout vert, ça fait vraiment... Ils étudient, je crois, je t'en ai parlé, je crois, dans une vidéo, des types de plantes spécifiques qui peuvent bien survivre ici et qui vont améliorer l'agronomie et tout ça. Ouais. Donc ils veulent créer des corridors verts comme ça qui vont relier ces zones-là, améliorer les infrastructures de transport public pour rendre la ville plus accessible à pied à vélo, donc ça on en a parlé, et placer 55% des résidents à moins de 800 mètres des stations de transport en commun. Donc ça, je trouve que les transports en commun sont pas si mal à Dubaï. Il y a beaucoup de gens qui prennent la voiture, mais en vrai, ça commence. Le métro, c'est pas horrible comme expérience non plus. Non, enfin, comparé à Paris, où moi je me déplaçais qu'en métro à Paris, à Dubaï, c'est faisable. Doubler la population d'ici 2040 et le PIB au passage. Alors, le PIB sans problème, la population aussi, ouais. 2040, ouais. Oui, je l'avais dit tout à l'heure d'ailleurs. Mais ouais, c'est facile ça. Est-ce qu'il n'y a pas une volatilité de l'étranger? On parlait des guerres de tout à l'heure. Est-ce que, comme la crise de 2008, ça peut pas ralentir le truc? Attends, ça... Parce qu'il y a toujours... Enfin, tu vois, c'est pas... Ils sont pas dans un... Ils sont interconnectés avec le monde, quoi. Les Black Swan sont possibles et... Disons que c'est des gens qui maîtrisent très bien les White Swan. Mais les Black Swan... Ça, personne. Est-ce qu'ils sont antifragiles maintenant, comparé à ce qui s'est passé en 2008? Est-ce que maintenant ils ont... Non, il y a même un événement qui ferait beaucoup de mal à Dubaï, c'est un attentat terroriste. Tu vois, il y a 2000 morts dans un stade à Dubaï et Dubaï fait 20 ans en arrière. Tu penses qu'ils sont pas prêts à gérer ça? C'est impossible, mais personne. J'ai pas... Attends, c'est une ville 100% d'expats, avec des gens très fragiles psychologiquement, parce que l'expat moyen, c'est quand même un mec fragile. Ah ouais? Bah, mec, ces gens, ils viennent travailler dans le confort, le luxe, tout est beau pour eux, tout est gentil. Enfin, c'est pas une... Dubaï, c'est pas une terre d'immigration de mecs. C'est pas l'Ouest. C'est pas l'Ouest américain. Hein, ouais. Donc, le Dubaïote moyen est très fragile par définition. C'est un mec confortable, qui a beaucoup d'options. Il veut pas de headache. Il veut pas de headache. Si demain, il faut partir à Singapour en 24 heures, il part à Singapour en 24 heures. Donc, et je pense que les gens ne se rendent pas compte de l'émotion d'un attentat. T'as vécu le Bataclan au sens... T'étais à Paris au moment où ça arrive, toi? Oui, ouais. C'est vrai. Tu te souviens? Putain, je veux jamais revivre ça, moi. T'as des amis qui meurent, t'as des amis d'amis, si t'as pas de proches directs. Tu commences à voir l'armée partout. Moi, c'est plus ça qui m'a choqué. Tu stresses de tout. T'as un moment... c'est en fait ce moment avant que tout soit clair de qu'est-ce qui s'est passé, etc. Exactement. De flou, où tout le monde va dans tous les sens. T'as vu le sketch d'Haroun là-dessus? Non. Il est incroyable. Haroun, il dit, ouais, en ce moment, tout le monde est un peu parano. La dernière fois, j'étais dans le métro. Il y a un mec qui rentre. Bombers, grosse barbe, attirail de terroriste complet. Le mec, il est là, comme ça. Il me regarde. Je le regarde. Il s'approche de moi. Il me dit, frère, tu trouves pas qu'il est louche, le mec, là-bas? Et la différence, c'est qu'un attentat en France, personne ne va nulle part. Parce que les gens ont nulle part où aller. Un attentat à Dubaï, je sais pas qui reste. Hein. Je veux dire, et surtout si l'attentat est comme le Bataclan ou tout ça, violent. Tu vois, genre, les mecs tirent dans la rue sur des gens au hasard, ou tuent des enfants. Putain, rien que d'en parler, ça me fait peur. Mais ça, c'est le challenge de ce pays. Et niveau économique, une récession, un truc comme ça, tu penses qu'ils sont protégés? Non, personne n'est protégé, mais tout le monde s'en fout. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est une population bizarre, Dubaï. D'abord, la proportion de rentiers est dingue. Déjà.
pas beaucoup de gens qui bossent ici. C'est quand même c'est une ville remplie de gens qui ne foutent rien. Donc en fait, c'est des gens très antifragiles économiquement, ces gens-là. Ça fait longtemps qu'ils ont fait leur business, ça fait longtemps qu'ils ont fait leur argent. Souvent, leur argent rapporte de l'argent. Ils sont quand même tous à peu près structurés pour être diversifiés, passer un certain niveau de fortune. Cette année, je crois qu'on parle de 8000 personnes qui ont plus de 10 millions en cash qui sont installées à Dubaï. 8000 fois 10 millions, ça fait quoi? Ça fait 80 milliards. C'est des inflows de malades. Tu peux faire vivre, rien que sur les intérêts de ces gens-là, tu peux faire vivre des écoles entières, des restos entiers, des infrastructures entières, un nombre d'escortes hors du commun. Tu vois, je veux dire. D'ailleurs, la prospérité de Dubaï, il y a un symbole de la prospérité de Dubaï, c'est les escortes. C'est la preuve que cet endroit va très très bien. Le mec se dit, ma femme va regarder cet épisode. On dirait que tu baites pour avoir des extraits qui vont cartonner sur TikTok, là. Mais non, mais c'est hyper simple à comprendre. L'argent que tu donnes à une escorte, c'est le dernier argent que tu donnes dans ta vie après tous tes besoins essentiels. Il n'y a personne de... Il n'y a pas des cas de mecs qui vendent leur maison, jettent leurs femmes à la rue et leurs enfants à la rue pour donner... Ça existe peut-être, mais disons que chez les gens sains d'esprit, ça n'existe pas. Ouais. Donc, quand tu observes ce groupe-là, tu peux te dire la santé économique d'un pays. Ouais, Par exemple. C'est mieux que l'indice Big Mac. Bien sûr. Ça s'appelle l'indice stripteaseuse aux US. C'est vrai, ça existe, Ça existe vraiment. Aux US, il y a des gens qui ont prédit la crise des subprimes en regardant les tips des stripteaseuses. Pourquoi? Parce qu'à New York, quand tu regardes les tips des stripteaseuses, tu connais le niveau de bonus dans la ville. Tu l'as vu, le film Margin Call? Il y a une scène dans le film que tu peux mettre en petit extrait là. Il va y avoir écrit en dessous pour des raisons de copyright, on n'a pas pu mettre l'extrait. Ah bon, tu veux pas mettre un Non, on extrait? verra. Ouais, bon, fair use. Des fois ça passe, des fois ça passe. D'accord. Le fair use sur YouTube, c'est un peu C'est un peu compliqué, ouais. Mais bon, dans cet extrait, le mec, on lui dit, mais t'as vraiment gagné $1 million l'année dernière? Il dit, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait avec $1 million? Et là, il divise. Il dit, tant pour la maison, tant pour mes parents, tant pour l'épargne, hein. Et j'ai dépensé, et il dit un chiffre genre, je sais plus le chiffre, $62 982 in hookers, booze and prostitutes. Tu vois, et les mecs sont là, 62 900 $. Tu répètes le chiffre. Mais tu vois, dans la façon dont le mec pense, c'est la somme. Et donc, plus cette somme est grosse, plus toutes les autres sommes de l'économie sont élevées. Et donc, si tu veux savoir quand est-ce que Dubaï va mal, il suffit de regarder, tu sors un samedi soir dans un lieu qui est connu pour avoir beaucoup de prostituées, et si tu n'en vois pas, c'est que tu sais que ça va mal. Moralement, c'est triste que ce soit un meilleur indicateur que, genre, je sais pas, les dons à des associations humanitaires. Moi, je préfère 100 fois donner à une escorte qu'à la moindre association humanitaire. Qu'est-ce que ça dit sur l'humain, tu vois? Bah, qu'ils sont pas cons. Enfin, je veux dire, tu sais, en fait, ce que tu dis est faux, parce qu'en fait, les gens optimisent autour de leur bien-être, c'est normal. Et les gens savent très bien que quand ils donnent à une assoce, la seule chose qu'ils optimisent, c'est leur image. Tu crois vraiment que quelqu'un, un jour, a donné une assoce et s'est dit, tiens, ça va vraiment changer le monde? Enfin, peut-être qu'il y en a, mais j'y crois pas. Taxi volant, voiture autonome, Hyperloop. Ouais. Taxi volant, il y a déjà des tests en cours. Ouais, je pense que le sujet, c'est plus la régulation de comment tu fais pour que ça ne devienne pas un bordel. Ouais, tu dois avoir des autoroutes volantes. Ouais. Je sais pas. Je suis plus inquiet de l'incapacité de Dubaï à attirer des entrepreneurs tech. Ouais, bah justement, c'était le sujet que j'avais juste après sur l'IA, par exemple. Et je pense que l'aérospatiale, c'est un peu le même truc. Ouais. C'est que si t'as pas un Elon Musk local, t'auras jamais vraiment de programme spatial. Et je sais pas comment il peut faire l'Elon Musk local. Hein. C'est peut-être toi. J'aimerais bien, mais je crois pas. Je crois pas que je suis de ce niveau. Ça t'attire l'aérospatiale? Non. L'ingénierie, de manière générale, c'est pas le truc. Oui, mais j'ai pas les compétences. Hein. Est-ce que Elon Musk, il a vraiment les compétences? Ouais, il les a. En fait, c'est un truc qui me fascine, c'est à quel point les gens racontent n'importe quoi là-dessus. Elon Musk, c'est un ingénieur d'exception. C'est n'importe qui techniquement qui a travaillé avec Elon Musk te dit... Le mec vient dans des réunions low level de mécanique, de machin, et il fait des
des feedbacks et des insights que des mecs qui ont 20 ans d'expérience. Après, c'est un peu exagéré aussi. T'as l'impression que c'est lui qui visse Non. les boulons sur les fusées, Ce presque. n'est pas exagéré. Là, je peux te donner first-hand testimonial. Ce n'est pas exagéré. Il en est au point d'aller mettre des boulons sur des trucs. Alors, boulons, évidemment, pas à la main, mais... en fait, les gens ne comprennent pas ce que c'est faire une boîte. Les gens, ils imaginent, tu as de l'argent, tu demandes un truc et ça arrive. Tous les gens qui ont un jour eu un petit budget pour faire quelque chose, ils ont perdu leur argent. C'est hyper dur de passer quelque chose d'ici à quelque chose ici. Ça demande des qualités très rares. Et notamment, ça demande un immense knowledge de détails. Dans la biographie d'Elon Musk, il y a une histoire qui est racontée sur l'optimisation des moteurs et la taille du moteur. Et Elon Musk rentre dans une réunion et tout le monde autour de la table, donc tu as 15 personnes qui est contre lui, qui lui disent c'est impossible. Et le mec, il dit non. C'est possible. Et lui, il voit quelque chose que personne ne voit. Et le temps de les convaincre, de les machins, tout ça, cette énergie négative qui va durer 3 heures, et ben c'est ce qui fait la différence entre Elon Musk, toi et moi. C'est que toi et moi, au bout de 15 minutes, on dit, bah, ok, si c'est pas possible, on va essayer de trouver autre chose. Et lui, il sait que c'est faux. Et la raison pour laquelle il sait que c'est faux, c'est que c'est un véritable génie technique. Il faut être complètement frappadingue pour venir remettre ça en cause. C'est le jeu préféré des gens sur Internet d'expliquer qu'Elon Musk n'est pas si intelligent que ça. Non. La capacité intellectuelle d'un Elon Musk à comprendre l'ingénierie, les mécanismes, le hardware, la logistique, la supply chain, les sujets, c'est... Et tous les gens qui travaillent avec lui te disent c'est invivable. Il est trop fort. Il a le seul que je connaisse qui a la même chose mais version internet, c'est Mark Zuckerberg. Moi, j'ai des témoignages de gens qui ont travaillé à Facebook dans les 20 premiers employés. Zuckerberg, c'est un mec qui rentre dans une réunion et il dit les gars, le bouton là, faut le mettre à gauche. Mais pourquoi? Faites-moi confiance. Et tu le mets, et le taux de clic, il explose. On a tous, tu vois, on a tous nos petits moments comme ça de trucs, et c'est inexplicable. C'est pas... et c'est parce que c'est des années de travail. Ça devient de l'instinct. Ça devient de l'instinct. Et lui, il a... Donc la stratégie de Dubaï, tu penses, c'est plus faire venir Elon Musk à Dubaï? Mais non, mais ça marche pas non plus. Créer un Elon Musk je pense que c'est le sujet sur lequel ils ont le plus gros problème. C'est le sujet où moi, je pourrais apporter quelque chose. Donc vas-y, je suis Shirmo, on je dîne sais. ensemble. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu me proposes? J'espère que je vais pas dîner trop tôt avec lui parce que je sais pas. J'ai des intuitions. Si tu regardes un écosystème entrepreneur, c'est un écosystème qui a un triangle très simple. Il faut du capital, il y en a. Il faut du talent, il n'y en a pas. Il faut de la rébellion, il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas de rébellion à Dubaï. Les gens sont... Ah oui, c'est vrai. Enfin... Il n'y a pas de mec qui se lève le matin frustré, qui veulent tout péter. Hein. De toute façon, il n'y a rien à péter. Donc, je veux dire, moi, je vois qu'il y a je suis un rebelle né, moi. Tu vois, je ne suis jamais content de rien. Je ne sais même pas quoi te plaindre. Au début, j'étais un peu perdu. Tout va bien. Je me disais, bah ouais, bah ok. C'est déjà changé. Ah, ok, bon, bah, ils l'ont vu. Mais tu penses que c'est plus que t'aimes te plaindre ou que t'aimes finalement, tu vois des solutions et tu dis ouais, j'aimerais bien, ça serait tellement bien de... T'es fasciné par les solutions. Je suis pareil, c'est pour ça. Je suis fasciné par les solutions, mais ici, ils les ont avant toi. Ouais. Parce qu'ici, ils ont un gouvernement entier de mecs comme nous. C'est vrai. Donc en fait, tu te sens con. Tu te dis... Du coup, est-ce qu'il manque pas... En fait, ils ont des thinkers, mais ils n'ont pas des doers. Ils ont l'air d'avoir des super doueurs. C'est des doueurs qui ont fait cette ville. Hein. C'est pas des thinkers. Hein. Mais dans la partie plus tech, alors. Oui, mais le problème, c'est la rébellion. C'est qu'en fait, il faut nourrir l'envie de péter le système. Et ici, tu nourris pas l'envie de péter le système. Donc, ce triangle-là, il est assez subtil. La Silicon Valley a réussi à faire ce triangle incroyable. Talent, capital, rébellion. Qu'est-ce qui crée la rébellion? En France, il y a eu capital, talent. Il n'y a pas eu rébellion. Résultat, ça n'a pas marché.
Mais comment tu crées la rébellion? Enfin, ça vient d'où? Dans Bah, la Silicon Valley, la c'est quoi Silicon Valley, l'origine? c'est les hippies contre le. C'est la guerre des hackers contre les costards. C'est une guerre culturelle. Elon Musk, il veut buter tous les costards du monde. Ici, les costards, les hackers, ils sont célébrés. Donc, ils se font théalamantiser, quoi. Tu vois? Donc, ils n'ont pas la friction. Elon Musk, il a été pendant des années rejeté par le système américain. D'ailleurs, maintenant qu'ils ont gagné, les hackers, parce que là, l'élection de Trump, c'est un hold-up des hackers contre les costards. Maintenant que les hackers ont gagné, on va voir hein, s'ils gardent. Est-ce que Elon Musk il va garder son drive là? Peut-être, parce que peut-être qu'il est vraiment unique dans son genre. Peut-être pas. Et si peut-être pas, comment on va faire? Parce que le rythme de l'innovation risque de réduire. Mais bon, c'est très subtil tout ça. Alors, il y a j'ai une intuition. Et j'ai envie de la tester bientôt. Mais je sais pas comment la tester. C'est vraiment là, on est dans le edge du edge de mon cerveau. C'est que, à mon avis, la solution, elle est Dubaï, terre d'accueil des 16-20 ans les plus innovants, singuliers, fous du monde. Que si t'arrives... Parce que personne ne vient aussi jeune à Dubaï. C'est impossible. Déjà, la majorité, c'est 21 ans, ça coûte trop cher, c'est trop compliqué, ouvrir une boîte, c'est 10 000 $. Ouais. Ou alors tu viens, mais tu vis à Sharjah et t'as rien. Et t'as rien, machin. Et c'est pas... On crée la maison des X-Men. Professeur Xavier, en personne, et on attire tous ces X-Men. Et on les met dans un vrai mood de surpassement, et on trouve un moyen de les mettre vraiment violemment en compétition les uns contre les autres. Genre, tu les fais venir dans un programme d'éducation 3 ans, et chaque mot à la fin, en personne, il donne un chèque de 100 millions à un seul mec. Un seul mec. Pas, on leur donne tous 100 000, bravo, les glaces, vous êtes forts. Non. Ils viennent tous. C'est hyper hardcore. C'est l'équivalent de la classe prépa en France, mais version entrepreneuriale et version singularité technologique, folie, projet. Et ouvert à tous. Genre, et surtout ouvert aux pays les plus éclatés du monde. Tu vas chercher le mec le plus intelligent de Corée du Nord. Tu vas chercher le mec le plus intelligent du Pakistan. Tu vas chercher les gens les plus intelligents d'Inde, d'Afrique du Sud, machin. Et tu leur donnes une vraie intégration culturelle violente, globaliste. Dubaï, l'avenir, la tech, la robotique, la génétique, la biotech. Tu trouves et tu investis en scouting beaucoup d'argent. C'est-à-dire que tu vas voir des studios de jeux vidéo et tu leur dis mettez des tests pour détecter les enfants les plus dingues. Tu fais des sites internet où tu organises des concours où les gens peuvent venir. Une vidéo avec MrBeast qui organise le truc. Tu fais une vidéo avec MrBeast qui organise le truc. Tu contactes tous les lycées de toutes les écoles, tu mets des managers. Et si tu arrives à vraiment avoir des dizaines de milliers de candidats et de choisir, allez, 50 personnes tous les ans, tu vois la proportion, et que tu injectes ça au bon âge, à Dubaï, en internat, entre eux, avec la friendly competition. Ils sont amis, ils sont tous ensemble, mais à la fin, il y en a un seul qui survit. C'est Dubaï, tu mets tout ça sur YouTube, tu en fais une télé-réalité, il est possible que tu lances un mouvement. Je sens que l'intuition, elle est par là. Bah écoute, s'il y a des francophones dans le gouvernement qui regardent cette vidéo... On va aller leur pitcher un mot. Mais il y a des trucs qui vont pas dans mon... Je sens que j'approche du truc, mais que c'est pas encore ça. Il y a quelque chose qui va pas. C'est trop compliqué. C'est trop... ça dépend peut-être trop du gouvernement. Enfin, ça crée une expérience, mais tu changes pas vraiment niveau systémique, quoi. Si. Moi, je crois que les 0,001% des gens, c'est eux qui changent le système. Regarde l'impact que Elon Musk a sur le système américain. Hein.
Elon Musk va à lui tout seul changer pour toujours la façon dont le gouvernement américain est structuré. C'est une goutte Oui, d'eau. quand le jeune entrepreneur, il est en fin de carrière mais et peut-être qu'il arrive à faire un truc. Oui, mais c'est le Mais sujet. Mais le- c'est la le- seule façon de faire. C'est qu'il faut démarrer un mouvement qui dure 20 ans. Tu fais ça pour que dans 20 ans, ça ait un impact sur Dubaï. Ouais, bien sûr. Mais Tu veux. ce que je veux dire, c'est que les 50, ça se limite du coup à 50 personnes par an. Alors que pour moi, le projet, ce serait un truc qui peut scaler, entre guillemets. Il faut pas. En fait, 0,001% de la population américaine a créé plus de 70% du PIB. Et c'est une réalité que personne ne veut faire face. On vit très très mal cette réalité. Et je peux comprendre. Je suis même pas dans le 0,1. Tu vois. Même pas dans le. Peut-être je dois être moi entre le 0,1 et le 1%. Et pourtant, je suis une figure célébrée. C'est parce que les gens ne se rendent pas compte de où est le vrai niveau. Le vrai niveau est beaucoup plus élevé. Mais tu as des gens dont l'impact, Zuckerberg, a un impact sur le PIB mondial, à lui tout seul, qui est démesuré, en fait. Clairement. Il n'existe pas, il n'a pas dans cette chambre à Harvard cette idée de Facebook, il ne s'engueule pas avec Eduardo Sarvin, il ne rencontre pas. Tu vois l'espèce de papa, et bah t'as quoi, 20% du PIB mondial qui vient de disparaître. Et en fait, on ne nurture pas assez ces gens-là. On n'a pas de fabrique à génie. En fait, il faudrait que Dubaï prenne très, très au sérieux le fait de devenir destination number one for genius kids in the world. Especially genius kids from underserved countries qui ont un truc. Et c'est là où tu pourrais avoir un effet incroyable, parce que sur les 16-21 ans, il y en a plein qui vont retourner dans leur pays, qui vont pas réussir à Dubaï, tu vois, et qui risquent d'avoir un impact géométrique sur leur pays d'origine. Il y a un truc à développer autour de ça. Super intéressant en tout cas. Le gouvernement de Dubaï, il y avait 3 sujets, je pense qu'on peut les traiter en parallèle. Continuité politique au niveau fiscal, etc. Est-ce qu'en gros, on va toujours avoir les mêmes avantages c'est leur marque de fabrique, donc s'ils le suppriment, ils prennent le risque de perdre énormément de réactivité. Donc je pense qu'ils le feront pas. Est-ce que la succession du roi va bien se passer? Ça, c'est une vraie question. Seul Dieu sait. Bah, en vrai, moi, en voyant tous ces projets qui vont jusqu'à dans les 100 prochaines années, et qui sont déjà sur le papier, qui sont signés, etc., je me dis, entre guillemets, il peut laisser le truc même en autopilote, ça va continuer, tu vois. Ouais, j'y crois pas, mais seul Dieu sait. Là... En tout cas, je le vois pas casser les choses qui sont lancées, tu vois. Après, peut-être qu'il y a un événement extérieur. Non, mais même ça. Ah ouais? Bah, je vois pas pourquoi c'est impossible, en fait. On sait pas qui il est. Hein. Et on fait tout pour qu'on sache pas qui il est. Hein. Et on ne saura pas qui il est. T'as une intuition un peu négative? Pas du tout, au contraire. Mon intuition, elle est méga positive. Je pense qu'il a reçu une très bonne éducation, qu'il a un vrai modèle, qu'il est très humble pour suivre son compte Insta, machin. Ça a l'air d'être de quelqu'un de sain. Mais et ça s'est bien passé à Abu Dhabi. Oui, mais on ne sait pas si ça s'est bien passé à Abu Dhabi. Bah, en tout cas, mais le gouvernement continue de la même façon qu'on pense que ça s'est bien passé chez Apple. Ça s'est bien passé chez Apple, la transition avec Tim Cook ou pas? Bah, là, on commence à se poser des questions. Sauf qu'on a mis combien de temps? C'est vrai. Donc, l'inertie, elle est réelle. Mais la question, c'est pas ce qui va se passer dans les 20 ans. C'est ce qui va se passer avec l'héritier de lui. Parce que le vrai succès-échec d'un truc pareil, c'est la capacité à passer ça à la génération d'après. Sheikh Mo, il a fait son travail. Et il a donné à son fils l'élan Steve Jobsien que Steve Jobs a donné à Apple. Tim Cook, il a pu se cacher derrière les succès de Steve Jobs 20 ans. Ouais, ça s'épuise, les plans, tu t'as fait tout ce qu'il a dit, et que c'est à toi d'inventer. Voilà. Et sauf que regarde comment ça marche. C'est que là, il a inventé des plans sur 100 ans. Donc ça veut dire que les 100 d'après, ça ne commence pas dans 100 ans. Ça commence là. Ça commence dans 10 ans. C'est comme ça que tu tiens le mouvement. Parce que tu dois adapter, tu dois t'approprier, Et Steve Jobs, ils ont beaucoup trop compté sur ce que Steve Jobs avait fait, qu'est-ce que Steve Jobs dirait, qu'est-ce que Steve Jobs ferait,
pour décider, tu vois. Et c'est bizarre, quoi. Clairement. Ouais. Donc, je sais pas. Moi, vraiment, j'aimerais pas être à sa place. Clairement. Pour rien au monde, j'aimerais avoir cette pression sur les épaules. Ses frères, ils doivent être contents de pas être... Tu vois. Je ne sais pas comment ce système peut marcher sans ce génie. Est-ce qu'il existe un empire quelque part dans le monde qui a perduré parmi les générations? L'Empire romain, ça a quand même... c'est Ouais, pas mais limité alors- à Jules César, quoi. Alors, ouais, il n'a pas été empereur, mais il y aurait une thèse à dire que Auguste, qui est le chèque-mot de l'époque, qui est le premier empereur romain après César, le neveu de César, Octave devenu Auguste, a instauré quand même les bases d'un système qui a duré 500 ans. Donc la question, c'est chaque mot a créé un système de quoi? 20 ans, 50 ans, 200 ans, 300 ans, 500 ans. La distance entre un arrière-grand-père et un enfant dans l'Empire romain est quand même beaucoup moins forte qu'entre un arrière-grand-père et un petit-enfant aujourd'hui. Et donc, bien sûr que Auguste instaure quelque chose qui dure 476 ans. Mais quel empereur romain a véritablement fait quelque chose de aussi structurel et aussi impressionnant qu'Auguste? Enfin, je sens que les spécialistes de la Rome antique vont me tomber dessus. Mais moi, quand je regarde avec mon œil de profane, non expert, l'histoire de la Rome antique, je vois l'histoire d'un entrepreneur hors du commun qui a beaucoup de caractéristiques communes avec Cheikh Mo, Steve Jobs et tous ces gens-là, et qui a créé quelque chose qui l'a dépassé dans le temps, mais qui portait en lui son écroulement. L'incapacité que Steve Jobs a eue de trouver un successeur et de créer un successeur a créé le problème dans lequel Apple est aujourd'hui. Et la vérité, c'est que Apple aujourd'hui a un immense problème et c'est tellement gros que ça met tellement de temps à tomber, en fait, c'est tout. Apple est encore là pendant 30 ans. Mais c'est pas le même. C'est pas la même chose. Ouais. Et de la même façon, peut-être qu'il y aura de la stabilisation, il y aura de la prospérité, mais il n'y aura plus Parce que le c'est vrai que- sparkle, la magie. C'est vrai que Cheikh Mo, la force de son parcours, c'est un peu le sujet de la vidéo que j'ai fait dessus, c'est que là où son père a fait énormément de choses déjà pour Dubaï Ouais. avant lui, mais lui, il s'est pas dit je vais juste continuer. Ouais. Il a dit on va faire 10 fois plus vite, 10 fois plus gros, Ouais. on va aller vraiment revoir plus grand. Est-ce que là, Hamdan, il va se dire la même chose? Ou est-ce qu'il Ouais. va juste continuer Ouais, il a le caractère d'un aigle. Hein. Il y a quelque chose de... T'as vu l'espèce d'énergie qu'il a? C'est impressionnant humainement. Hein. Je lui souhaite de tout mon cœur de vivre le plus longtemps possible. Et je ne sais pas... je ne sais pas ce qui fait qu'un homme... parce que... ça fait longtemps qu'il aurait pu s'arrêter. Hein. Clairement. Profiter. Parce qu'en plus, quand tu réfléchis, il joue au jeu de la vie le plus dingue possible. Hein. Il a tout. Il a l'intellect, la prospérité, le luxe, les femmes, le kiff, les enfants. Il nous a vraiment, lui, il nous a fait au jeu de la vie un combo extrêmement rare. Hein. Sujet que moi j'entends souvent du point de vue, on te dit bah ouais, Dubaï égale en gros dictature, Ah ouais, qui est totalement absurde de dire ça. Ah bon, tu trouves? Bah, Moi, en fait, je trouve que ça dépend pour ça de que ça ta marche. définition de la dictature. Parce que Ah. pour moi, dans dictature, je vois tyrannie. Oui, c'est pas une tyrannie. C'est pas une C'est tyrannie. une dictature, mais c'est pas une Et tyrannie. aussi la vision de le Moyen-Orient et j'ai l'impression que les pays arabes, même de manière générale, c'est pas. J'ai l'impression que on voit de plus en plus là, depuis qu'il y a eu le printemps arabe, etc. C'est difficilement démocratie compatible. J'ai l'impression que le modèle de la démocratie européenne, c'est pas forcément exportable partout dans le monde. Et Toute qu'il y a des évidence. peuples qui sont différents, donc qui doivent être gouvernés de manière différente. Peut-être qu'en France, on va découvrir que ça marche pas non plus, la démocratie. Hein. Peut-être aussi, ouais. Je veux dire, on est bien parti pour ça. Non, écoute, Dubaï est une dictature éclairée,
Ça marche, et c'est pour ça que ça marche. Hein. Moi, j'espère qu'ils vont pas devenir trop démocratiques. Hein. C'est une horreur, la démocratie. Hein. La démocratie, c'est la tyrannie du grand nombre, c'est la pensée limitante et average. Enfin, Bah, tu vois, je trouve que dans Tyrannie du grand nombre, il y a un côté un peu cynique de les gens sont bêtes, etc. Mais les gens sont bêtes. Je pense que c'est plus les gens sont manipulables, Mais non, le vrai problème. mais pas du tout. Parce que je pense que foncièrement, les rassures. gens peuvent être très intelligents. Enfin, je crois beaucoup à l'intelligence collective, etc. Moi, j'y crois pas du tout, moi. Ah ouais? Je sais que t'as vu une foule intelligente collectivement. Non, les gens sont horribles. Attends, regarde, tu prends 1000 personnes que tu rencontres dans l'année, 850 sont complètement cons. Hein. T'as plein d'expériences scientifiques qui montrent qu'il y a une forme d'intelligence collective. Ou quand tu demandes à des gens d'estimer, par exemple, le prix d'un truc, tu vas voir que il y a une convergence. il y a une ouais. convergence. Mais c'est pas de que l'intelligence. C'est juste que quand tu demandes à suffisamment de gens, tu finis par avoir une moyenne. Mais c'est bien la preuve que l'écart type entre les gens est élevé. Hein. Après, de toute façon, soyons clairs, hein, c'est pas un mal que la plupart des gens soient cons. Hein. C'est comme ça. Regarde, tu dirais jamais que 85% des gens sont beaux. Ça te choquerait pas. On sait très bien qu'il y a des gens beaucoup plus beaux que d'autres. Ça te choquerait pas de dire qu'il y a des gens, que les 4% de la population les plus grands sont vraiment plus grands que les autres. Tout le monde le voit, l'observe. Pourquoi l'intelligence serait différente? Pourquoi on a tellement... D'abord, parce qu'on a besoin de se rassurer en se disant « Moi, je suis pas con. » C'est vrai. Tu vois, moi, je le vois dans mon cas à moi, par exemple. Si je regarde le top 1% des gens les plus intelligents que je connais, je suis quand même très loin intellectuellement. Hein. Et c'est souvent un trait des personnes intelligentes, c'est que tu te rends compte à quel point tu l'es pas tant que ça. Bah oui, non mais l'écart, il est immense. Donc en fait, j'ai eu le cerveau que j'ai eu l'intelligence que j'ai eue. Bon, j'essaie d'en tirer le maximum. Voilà, mais enfin... Je sais pas pourquoi. Je sais pas, il y a des gens, ils ont des grands pieds, des petits pieds. J'allais dire, il y a des gens, ils ont une grande bite, une petite bite. Il y a un moment, toutes ces inégalités nous paraissent tout à fait. Il y a des meufs, elles ont des gros seins, il y a des meufs qui ont des petits seins. Puis il y a des meufs qui font très très bel usage de leurs petits seins, et des meufs qui ont des gros seins, c'est trop. Enfin, donc en fait. C'est pas si cynique finalement de penser ça. Non, je pense que c'est très cynique le déni du réel qu'on fait. Je pense qu'il y a cette volonté absolue d'établir une société qui n'existe pas, faite d'égalité et de tout le monde est ci, tout le monde a ça, tout le monde... Je sais pas, il y a un truc à gauche, tous les enfants sont des Mozart non exprimés. Mais non, Mozart c'est rare. Alors, ce qui est vrai, et ce qui est sous-estimé, c'est qu'il est fort probable, statistiquement, et ça fait sens statistiquement, qu'on ait tous reçu un cadeau caché. Ça, oui. Mais on ne fait rien pour le trouver. On a tellement de jugements de valeur sur la valeur des cadeaux. À un moment, on va valoriser les gens. Par exemple, je prends un exemple tout bête. La mémoire. Les gens qui ont énormément de mémoire ont été très valorisés entre le 16e et le 20e siècle. Puis d'un seul coup, ça n'avait plus aucun sens d'avoir de la mémoire. Et donc, il est fort probable qu'il y ait une génération d'enfants qui naissent aujourd'hui, qui ont beaucoup de mémoire, mais personne ne va s'en rendre compte. C'est drôle, non? C'est drôle que l'une des caractéristiques les plus liées à la représentation qu'on a de l'intelligence, à savoir mémoire photographique, va devenir invisible à cause de l'IA. On ne se rendra même plus compte qu'il y a un enfant qui a une super mémoire. Parce qu'il n'aura aucun moment où il pourra la démontrer. Comme à chaque information, il y aura un assistant en IA qui te parle et qui te donne l'info, à aucun moment tu pourras être le seul à dire « Ah oui, tiens, c'est marrant, j'ai lu ça, page 27 du tel livre. » Personne ne se rendra compte. Et donc, en fait, toutes les caractéristiques humaines ont un marché avec une offre et une demande, et une rareté et une valeur. Et il y a des caractéristiques qui sont plus rares que d'autres. Et c'est pour ça qu'à un moment, on aime les gros culs, à un moment, on aime les petits culs, après, on aime les gros culs, après, on aime les petits. C'est juste des variations, en fait, de la désirabilité.
Et quand on a trop bouffé on a trop bouffé de gros cul, eh ben, on revient au petit cul. Et donc la société, tu vois, c'est un pendant comme ça. C'est-à-dire que c'est pas de la même façon. Une autre image pour que les gens comprennent, c'est que sur les réseaux financiers, un asset, c'est-à-dire une boîte ou un actif comme l'or, le pétrole, n'est jamais bien pricé. Une boîte, elle est survalorisée ou elle est sous-valorisée. Ça n'existe pas une boîte bien pricée, c'est pas possible. Parce que soit elle est sous-valorisée et donc les gens ne se rendent pas compte de sa valeur, et à partir du moment où les gens se rendent compte de sa valeur, elle est surpricée. Donc il n'y a rien qui est au bon prix. Et de la même façon, il n'y a aucune caractéristique qui est par la société au bon prix. On peut pas. Les gens disent « Ah, il faut valoriser ici. » Mais mec, c'est trop dur. Et donc, je pense que si on rentre pour de vrai dans l'ère idyllique et utopique de la personnalisation, le plus grand changement civilisationnel qu'on pourrait faire, c'est pas un changement de type l'intelligence est équalement distribuée. C'est que l'IA peut avoir deux conséquences assez intéressantes. Conséquence numéro 1, c'est que comme l'intelligence est beaucoup moins importante, eh ben, ça lisse l'accès à l'intelligence. Et donc, si l'intelligence devient une commodité, qu'est-ce qui va vraiment faire la différence entre les gens ? C'est le désir, la volonté. Et on risque de rentrer dans cette ère incroyable des gens qui sont définis par leur volonté et plus par leur capacité. Parce qu'avant, la volonté était fonction de la capacité. Et bientôt, la volonté va être, de la même façon que la force physique a été très importante pour ta survie pendant des milliers d'années, aujourd'hui, ça te paraîtrait absurde de te dire que sous prétexte que tu es physiquement moins fort, ta probabilité de survivre est plus faible. Pourtant, c'est littéralement l'histoire de l'humanité pendant, je sais pas, 100 000 ans, 150 000 ans. Je pense que Homo sapiens sapiens, c'est un moment, s'il n'était pas, tu vois, fringalé, mec, il se faisait écraser au premier conflit. Et d'un seul coup, on a dit non. On va donner du pouvoir à des gens qui sont fringalés parce qu'ils ont d'autres caractéristiques. C'est comme ça. Et donc, ce refus du réel, il me fascine, moi. Parce que c'est vraiment ne pas vouloir regarder la vérité en face. Oui, il y a des gens plus ou moins intelligents. Et oui, ça va de moins en moins compter. Et c'est fou, hein. Là, tu prends n'importe qui avec une IA, il écrit aussi bien que toi. Tu as travaillé 20 ans à bien écrire. Bah ouais, on pourra plus faire la différence. T'as remarqué la qualité des emails que t'as reçus cette année ? C'est vrai. Moi, j'ai jamais reçu autant d'emails de prospection aussi bien écrits. Alors après, bon, tu repères l'IA parce que il y a des expressions communes qui reviennent tout le temps. I hope to find you well. Cette phrase. Avec clairement. Elle est trop drôle. Et tu le vois varier à chaque fois qu'il y a une mise à jour de Mais bon, c'est cool. Bah, magnifique. Merci Oussama de m'avoir invité sur ta chaîne. Alors les amis, si vous êtes restés jusque-là, vous avez une action à faire. Vous allez en petit lien follow notre ami Yaz. Merci Oussama. Plaisir.